très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que le titre a dû un petit peu vous interpeller. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Ça a été repris notamment par un youtubeur très connu. La méthode Kaizen, venons-en tout de suite au fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode japonaise en développement personnel, mais aussi en entreprise, qui est basée sur l'amélioration continue, basée sur des petits changements progressifs et constants, plutôt que des transformations radicales. Pourquoi c'est le titre de cette vidéo aujourd'hui ? Parce que vous savez que dans toutes les vidéos que je vous présente, dans tout mon travail, je travaille toujours avec le système nerveux du cheval. J'agrandis la zone de confort du cheval petit à petit, pas après pas. C'est littéralement un travail de fourmi où chaque séance, on fait un petit pas de plus que la séance précédente. Et dans cette belle vidéo, vous allez voir différents chevaux, mais notamment la suite du travail avec Gandalf. Souvenez-vous, ce cheval sur lequel on avait travaillé plusieurs problématiques liées à des traumas, notamment la problématique du montoir. Vous allez voir qu'on a beaucoup avancé, mais avec des petites étapes, des petits pas, mais avec des changements profonds en profondeur. Et ça, c'est l'essence même de la méthode Kaizen, appliquée de nouveau ici un petit peu plus au volet développement personnel que volet entreprise, évidemment. Le but, c'est d'amorcer en douceur des changements durables. Chaque jour, on cherche à s'améliorer de manière continue, on cherche à aller un petit peu plus loin, à rendre le cheval un petit peu plus confiant, un petit peu plus zen, mais de manière durable et surtout à son rythme en douceur. La méthode Kaizen, on l'applique surtout aux humains pour faire évoluer des habitudes existantes dans la durée, mais aussi pour de nouveaux projets, pour de nouveaux défis. Et au final, on se rend compte qu'elle peut tout à fait s'appliquer à nos chevaux et que c'est au final un petit peu ce que je fais déjà. L'objectif, progresser de façon constante, mais à petits pas. Comme je vous le dis toujours, chaque jour, on cherche à faire un petit pas de plus. Souvenez-vous, avec ce cheval dont je vous avais parlé, qui avait du mal à s'éloigner du troupeau, je vous disais, on avance à petits pas, on s'éloigne à chaque fois un petit peu plus, et on revient quand il y a des tensions. Par contre, à chaque séance, on cherche à aller un petit peu plus loin. Si à chaque fois, systématiquement, au même endroit, on fait demi-tour, ça devient un conditionnement et il n'y a plus de progression. Pareil au niveau de la gestion de la récompense dans les apprentissages. Il faut essayer de suivre cette méthode. Oui, on va encourager avec notre voix d'encouragement dès qu'on a la bonne intention, dès qu'on a le bon mouvement, ça reste vrai. Par contre, à chaque nouvelle tentative de ce nouvel apprentissage, on va donner notre bonbon et notre voix de félicitations un petit peu plus tard, quand le cheval a été un petit peu plus loin vers le bon mouvement. Au début, à la première tentative, pour apprendre par exemple le pas espagnol, on va féliciter quand le cheval va à peine décoller la jambe du sol ou même juste quand il va avoir l'intention de faire quelque chose avec sa jambe. Par contre, à chaque tentative, on va demander un mouvement un petit peu plus loin, un petit peu plus précis, un petit peu plus beau. Par contre, ça reste vrai que dès que le cheval commence à avoir la bonne intention, on met notre voix d'encouragement pour lui signifier qu'il est dans le bon. Par contre, la récompense vient à chaque fois un petit peu plus tard. Si vous récompensez systématiquement le même début de mouvement, vous n'aurez plus que cela. À chaque fois, essayez d'attendre un petit peu plus, une légère amélioration du mouvement souhaité avant de récompenser. Et de nouveau, une légère amélioration. Souvenez-vous, on avance petit pas par petit pas. Ça doit pas être il a levé la jambe, le mouvement suivant c'est la jambette complètement déliée. Non, c'est vraiment il la lève un petit peu plus haut, il la lève un petit peu vers l'avant, il met un petit peu plus d'énergie, etc., etc. Sans oublier que non plus, pour que les apprentissages se consolident dans la mémoire, il faut environ 24-48 heures, donc pareil, ne pas en attendre trop en une seule séance. Et donc dans cette méthode Kaizen, on se focalise surtout sur la construction de systèmes et d'habitudes, plus que sur les résultats finaux. Et ça, c'est ce que je vous dis tout le temps aussi. Chaque petit progrès doit devenir, dans votre tête, un pas vers la réussite. Il ne faut pas se dire, c'est minime. Non, c'est un pas de plus. Et à chaque pas, vous n'avez au final jamais été aussi proche de la réussite, de votre exercice, de la résolution d'un trauma, etc., etc. Tout ce qui est grand changement, ça prend du temps. Et ça, c'est vrai que dans la société actuelle, on a un petit peu du mal, on a envie que tout se fasse en un clin d'œil. Dans les principes du Kaizen, on parle aussi pas mal de l'équilibre entre les énergies physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Et donc ça aussi, c'est une notion importante dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos. C'est important d'avoir autant le mental que le physique, que l'émotionnel du cheval dans la décontraction avec nous. Je vous mets évidemment en lien des articles intéressants si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Et donc, ce qui rejoint cette idée aussi, c'est cette idée de savoir
attendre. Que ce soit dans votre vie personnelle, mais également avec votre cheval, de manière générale, on est toujours trop pressé dans les apprentissages. Et on passe tout de suite en faire au cheval trop vite parce qu'on a peur qu'il ne s'exécute pas. Proposez le mouvement à votre cheval, laissez ensuite le cheval faire de lui-même le mouvement. Par exemple, pour prendre un autre exemple que le pas espagnol, l'exercice de mettre les pieds sur une palette, souvent on veut mettre le pied du cheval directement sur la palette. Non, on propose le mouvement, on lui montre la palette, on lui touche un petit peu légèrement la jambe éventuellement, mais on n'amène pas la jambe sur la palette. On lui montre que le sujet, c'est de faire quelque chose avec la jambe. Une fois que le mouvement est lancé, on peut l'accompagner un petit peu, guider, cadrer ce mouvement, mais c'est le cheval qui doit initier ce mouvement vers la palette. On doit avoir la patience d'attendre que le cheval vienne petit à petit poser son pied de lui-même. C'est le cheval qui va trouver le mouvement en autonomie et non pas vous qui allez le porter, le forcer. Et ce sera beaucoup plus durable. Alors oui, au début, vous aurez l'impression de ne pas avancer. Vous aurez l'impression de passer votre temps à attendre pour avoir à chaque fois un petit pas en plus. Mais au final, ce sera beaucoup plus durable. Et ça aussi, c'est la méthode Kaizen. De savoir attendre, de savoir avoir la patience d'avoir ces petits pas, mais en autonomie par le cheval, pour avoir ensuite un mouvement durable au niveau de l'apprentissage et surtout fait dans le plaisir. Et ça, c'est important aussi à noter. On pense toujours qu'on progresse en ajoutant quelque chose, en ajoutant une demande, en ajoutant une étape. Mais on peut aussi progresser en enlevant certaines choses. Et avec certains chevaux, on commence tout simplement par là, par commencer par la liberté, par tout enlever pour revenir à la liberté, pour revenir à l'aide, pour revenir à la décontraction. Souvent, quand quelque chose bloque, on a envie de se dire qu'est-ce que je pourrais rajouter pour que ça aille mieux. Souvent, moi je dis, en fait, on enlève tout, on repart de zéro, et on voit après, petit à petit, en ajoutant des petites choses, quelles petites choses bloquaient. Et ça, c'est important dans le travail avec le cheval, d'être plus dans la qualité que la quantité. Et ça, c'est pareil aussi au niveau du physique du cheval, au niveau du travail monté. Souvent, on veut chercher la performance avant de chercher un cheval qui bouge bien. Souvenez-vous, les différentes vidéos que je vous ai faites sur la locomotion, sur les exercices de symétrie, les vidéos avec caresse sur l'équitation au service du cheval. Il faut favoriser une qualité de mouvement avant de favoriser une quantité de travail, des performances à cheval. Et donc, passer du temps sur la mise en main alternée, mise en main haute, mise en main basse, petites incurvations, petites transitions, venir réveiller le dos, venir proposer d'engager un petit peu plus sans forcer que le cheval vienne trouver de nouveau de lui-même le bon mouvement. Tout ça, c'est faire de petits pas vers la réussite, vers un cheval mieux dans son corps qui peut ensuite accéder aux performances que vous voulez lui proposer de faire. Avec Abantos, par exemple, ça j'en ai peut-être pas beaucoup parlé dans mes vidéos parce que Abantos, tout le travail que j'ai fait avec lui, monté, c'était bien avant que je commence vraiment les vidéos sur cette chaîne. Mais avec Abantos, vous savez qu'on a beaucoup sauté, mais avant d'en arriver à ça, il y a eu un travail énorme à faire sur le plat. J'ai pas commencé à sauter comme ça tout de suite, on en est venu à ça parce qu'on a construit sa locomotion. Abantos, quand il est arrivé, comme tous les Espagnols, mise en main très très haute, tendance à s'encapuchonner, pas de dos, pas du tout d'engagement. Avec un cheval comme ça, c'était pas possible d'aller sauter. Il fallait vraiment travailler son gainage, venir allonger la ligne du dos, venir avoir enfin cet engagement des postérieurs, un dos qui travaille, et tout ça, la base, c'est évidemment un cheval décontracté monté pour venir petit à petit, avoir cette mise en main qui descend un petit peu, ses postérieurs qui poussent et des séances sur le plat. On en a fait des dizaines et des dizaines avant de venir sur des sauts comme vous avez pu les voir sur plus d'1 mètre. Et c'était un long processus avec chaque séance où on avançait un petit peu plus pour vraiment venir redéfinir complètement la locomotion du cheval. Et de nouveau, je reviens toujours à ça, l'importance d'avoir une vision globale du cheval. Je vous avais parlé de cette fameuse bouche qui reflète un petit peu au final l'état d'expression du cheval, mais également aussi l'état de tension globale physique et mentale du cheval. On avait vu que les problèmes de vue pouvaient influencer la locomotion, mais également la bouche, qui influe directement la posture et le mouvement. Un cheval qui n'a pas, par exemple, ses heures de mastication par jour, un cheval doit manger à volonté toute la journée. Pourquoi pas seulement parce qu'il doit ingérer de la nourriture en continu, mais surtout parce qu'il doit avoir un certain nombre de coups de dents par jour. Il doit avoir ce besoin de mastiquer. Et donc, s'il n'y a pas ce besoin, on a des tensions dans la bouche, on a des tensions dans le corps.
Si on a de la restriction au niveau de la bouche, parce que pas assez de mastication, on a une restriction de la mobilité, on peut avoir un cheval qui a des maux de tête, qui a des tensions cervicales. Ensuite, si ça continue, on peut carrément avoir des problèmes au niveau de toute la chaîne dorsale, de toute la colonne vertébrale, parce qu'on a après des compensations qui se font. La digestion, oui, elle commence vraiment dans la bouche, que ce soit au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique. On a aussi, au niveau de cette bouche, l'articulation temporomandibulaire, qui est très innervée en nerfs, et qui a une réelle importance dans tout ce qui est proprioception et posture. Si au niveau de cette articulation, on a des douleurs, on peut avoir un cheval qui se défend, qui ne supporte pas qu'on lui touche la tête, qui ne supporte pas de s'incurver. Et de nouveau, il suffit pas de se dire, le cheval a pas l'air de bien bouger, etc. Il faut toujours chercher pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être les deux. Et beaucoup de problèmes au niveau des yeux, au niveau de la bouche, peuvent provoquer justement des dissymétries, on en avait déjà parlé. Et donc, on en vient tout de suite au cœur de cette vidéo avec notre ami Gandalf qui progresse beaucoup. Je vais vous présenter tout de suite les images de la seconde séance avec lui. Souvenez-vous que c'était un cheval qui avait beaucoup de traumas, notamment au niveau du contact physique. Le contact physique n'était pas évident. Je vous renvoie à la vidéo précédente. La propriétaire me dit qu'ici, juste avant que je vienne, par exemple, elle a réussi à le brosser avec son consentement dans la décontraction. À la fin de cette séance, d'ailleurs, avec lui, j'ai pu avoir un moment où je lui faisais carrément des gratouilles au niveau des crins et où il a vraiment apprécié cela, ce qui aurait été impensable à la dernière séance. Également, souvenez-vous qu'il avait vraiment très peur de se retrouver dans l'abri, il se sentait un petit peu coincé. La propriétaire me dit également que ça va mieux, elle y va progressivement, elle n'a pas encore été tout au fond, mais elle arrive en tout cas à aller dans l'abri avec lui sans plus que ce soit des tensions et du stress. Également, je vois tout de suite que ce cheval a changé quand j'arrive. Il est beaucoup plus joyeux, le regard beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus mobile. Il est beaucoup plus sur nous. Toute la séance, vous allez pouvoir le constater. Il y a des moments, il a un petit peu des petites tensions, il se redresse un petit peu, mais il reste avec nous. Il est très peu sur l'environnement. Je dois beaucoup moins m'interrompre dans la séance pour faire le scan et venir le rassurer sur ce qui l'entoure. Il a beaucoup moins du coup de sursaut. Je ne sens plus cette tension sous les muscles quand je viens lui proposer un contact physique. La bouche est également bien débloquée. Je suis même très contente de voir à quel point il arrive maintenant à jouer avec sa bouche. Et donc je commence tout de suite, j'arrive dans la pâture. Souvenez-vous que la dernière fois, il avait eu du mal à me suivre et à venir s'éloigner du troupeau. Donc là, dès que j'arrive, ça n'a même pas été filmé tellement ça a été vite. Je lui montre un petit peu loin du troupeau avec mon regard, avec ma main, je lui pointe au loin, je lui dis « Est-ce que tu veux qu'on aille ensemble là-bas ?» Tout de suite, il me suit. C'était un grand oui. Il m'a presque dépassé pour aller là-bas avec moi. Il était vraiment très heureux. Il est venu tout de suite vers moi dès que je suis arrivée. Ensuite, dans le champ, il était vraiment très mobile. Il me suivait moi, il suivait également sa propriétaire. Il était vraiment avec nous. Rien à voir avec le cheval de la dernière fois, qui était un petit peu sur la réticence au début. Là, il se déplaçait vraiment partout. Il s'éloignait des autres pour aller avec nous. Vraiment super. Ici, donc, je lui propose un petit peu, en début de séance, donc après le contact olfactif, je lui propose un petit peu de marcher un petit peu avec moi. Et donc, je lui propose petit à petit de s'éloigner de nouveau un petit peu du troupeau. Donc là, dans les images ici, vous voyez exactement ce que je viens de vous dire là à l'instant, c'est-à-dire que je vais pointer et je vais regarder au loin une direction où je veux aller pour l'inviter à y aller avec moi. Je vois qu'il pose son regard là, donc ça c'est la première chose très importante à noter. Il est ok de s'éloigner avec moi, parce qu'il pose son regard avec moi vers autre chose que la balle, vers autre chose que son troupeau. Il est ok sur le principe de on va aller ensemble quelque part. Par contre, par rapport au premier mouvement où on était d'accord sur l'endroit où aller, là tout de suite il détourne un petit peu la tête et il montre avec son regard une autre direction un petit peu plus sur la gauche. Et donc là, comme je vous dis toujours, avant de mettre le cheval sur notre sujet, on se met sur le sujet du cheval. La dernière fois, Gandalf était bloqué, aucune expression, pas de regard, la bouche bloquée, le corps bloqué. Il n'avait pas de sujet, à part ses tensions. Là, il commence à avoir des sujets, il commence à avoir cette mobilité, il commence à proposer des choses. Il me propose une direction sur la gauche, évidemment que j'en profite et que je lui dis « Ah d'accord, je viens sur ton sujet, t'es d'accord de bouger, mais plutôt à gauche et pas à droite. » Tout de suite, je pointe dans l'autre sens et je dis « On va par là. » Et là, tout de suite, il est content que j'ai noté ça, que je sois dans cette communication avec lui, et tout de suite on voit qu'il m'emboîte le pas directement.
Et donc toujours, on procède toujours du même principe quand on pointe une direction, avec le bras, avec le regard, les pieds dans la direction où on veut aller, et on invite le cheval à nous rejoindre. Ensuite, quand on a fait ça un petit peu, on a toujours notre balle, ce qui l'amuse beaucoup, et puis on va venir voir un petit peu ce contact physique qui va mieux, mais voilà, j'aime bien le voir aussi de mon côté, donc toujours pareil, je vais lui montrer avec ma main l'endroit où je veux lui proposer d'avoir ce contact, et je lui pose toujours la question. Si j'ai de la tension, si j'ai un non à ce moment-là, tout de suite, je me détourne, je me recule, et ça vous l'avez déjà vu plusieurs fois, dès que je me détourne du cheval, qu'est-ce qui se passe ? On avait le cheval qui commençait à se reculer, à se détourner, à dire « je veux pas ». Dès que l'humain se recule, la tête du cheval revient vers l'humain, le corps du cheval revient vers l'humain, et vous allez le voir plein de fois dans la vidéo. Des fois, on a carrément le cheval qui revient carrément chercher l'humain. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment super bien. Et donc là, on voit, je fais ça une fois, et tout de suite derrière, je peux avoir mon contact physique de manière beaucoup plus apaisée que la dernière fois, de manière beaucoup plus longue également. Quand on fait comme ça, avancer, respecter le non, reculer dès qu'il y a de la tension, on fait littéralement un reset du système nerveux, et ça on va en reparler dans quelques instants quand on va introduire le tapis, qu'on va retravailler le montoir, etc. Ce qui est important aussi quand on fait ça, et vous allez le voir également plusieurs fois dans la séance, c'est que quand le cheval exprime comme ça un petit peu de tension, que c'est un petit peu dur pour lui, qu'on vient se reculer pour faire revenir la décontraction, ce qui aide aussi, c'est que l'humain s'intéresse à autre chose. Parce que un humain qui est seulement focus sur le cheval, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'attitude d'un prédateur. Ce qui rassure le cheval, c'est que l'humain, ça soit un humain présent, qui sait aussi poser son regard, son esprit ailleurs que sur le cheval, qui voit ce qui se passe autour. Le scan de l'environnement, c'est pour ça aussi, c'est pour montrer au cheval qu'on est tout à fait au courant de tout ce qui est autour de nous et qu'on est donc tout à fait capable de le protéger. Et c'est comme quand on fait de l'habituation avec des objets impressionnants, je vous dis toujours, intéressez-vous à votre objet et pas à votre cheval. Si vous regardez tout le temps votre cheval aura qu'une envie, c'est de repartir dans l'autre sens. Pareil, avec un cheval un petit peu confiant, on le rassure en s'intéressant à ce qui l'entoure. Vous allez le voir là dans la vidéo, plusieurs fois je m'intéresse au tapis, plusieurs fois je regarde également vers l'extérieur. Si vous êtes dans un paddock où il y a peut-être une mangeoire, un arbre, des clôtures en bois, etc., n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu tout ça qui est autour de vous. Et vous allez voir que très souvent, le cheval, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir sur ce sujet-là avec vous. Et souvenez-vous, le bel exemple avec Kali, la jument qui ne se laissait plus approcher pour devenir intéressante à ses yeux, qu'est-ce que j'avais fait ? Je m'étais intéressée aux mouches, c'était son sujet principal, donc j'étais venue sur son sujet, qui était « il y a plein de mouches, je suis embêtée, ça me gratte ». Et donc je m'étais mise à chasser les mouches, à m'intéresser très très fort aux mouches, et du coup elle s'était dit « mais cette humaine est super intéressante », parce qu'elle a déjà compris quel était le problème. Et en plus, elle vient sur mon sujet, elle n'est pas sur moi, elle est sur autre chose. Et donc du coup, le cheval, la jument, est venu ensuite avec moi me rejoindre sur mes sujets à moi. On s'intéresse toujours au sujet du cheval, à là où le cheval a envie d'aller, pour lui donner ensuite petit à petit envie de venir sur nos sujets. Voilà, être juste focus sur votre cheval, c'est pas du tout naturel et ça va mettre une pression énorme. De nouveau, là où vous portez votre regard a beaucoup d'importance. Quand vous êtes dans l'interaction avec votre cheval, bien sûr, vous le regardez, il y a cet échange de regards, c'est hyper important, vous le verrez encore dans la séance. Mais quand le cheval a envie comme ça de s'éloigner de vous, qu'il est plus spécialement bien avec vous, intéressez-vous tout de suite à autre chose. Si vous courez derrière votre cheval, vous n'êtes pas attirant. Toujours le pouvoir d'attraction, ça passe par s'intéresser à l'environnement, se reculer, s'intéresser à autre chose et donner envie au cheval de venir avec vous explorer ce que vous êtes en train d'explorer. Et c'est pour ça qu'avec les jeunes chevaux, ce qui marche super bien, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est de mettre plein d'objets à venir explorer au centre de la piste et de venir un petit peu les découvrir, suivre le cheval sur ses idées et venir, grâce à ces objets, sur des petits apprentissages. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite avec Gandalf ? On commence à lui montrer un petit peu le tapis. De nouveau, je veux voir un petit peu où il en est, je vois que ça provoque beaucoup de tension. Tout de suite, dès qu'il me voit avec le tapis, il se tend un peu, il a moins envie de venir, il hésite. Donc on repart vraiment de zéro. Simplement, de lui donner envie de venir juste toucher le tapis.
Et après, une fois que ça c'est ok, on va passer un petit peu par cette fameuse je m'approche, je recule dès qu'il y a des tensions. Complètement à l'inverse de la désensibilisation classique où on va approcher, faire bouger le tapis et dès que le cheval se calme, du coup on va reculer, on va récompenser, on va arrêter le mouvement. Moi c'est tout l'inverse. Je vais arrêter mon mouvement dès qu'il y a de la tension. Je vais surtout pas attendre le calme et que le cheval se résigne. Et donc voilà, une fois qu'il commence à toucher un petit peu le tapis, ce que je vois très très vite, c'est qu'il est ok de venir toucher ce tapis, mais qu'il ne veut absolument pas que ce tapis l'approche par les côtés. Il protège littéralement ses côtés en venant toujours avec sa tête sur le côté, justement, pour ne pas que j'approche son flanc. Donc là, j'approche petit à petit, ça je vous en avais déjà parlé également, je regarde vers l'extérieur, je mets mon focus pas sur lui mais à l'extérieur, et je marche vraiment en m'éloignant de lui, puis en revenant petit à petit vers son flanc, mais en faisant comme ça un arc de cercle vraiment très très large, et que je viens rapetissir petit à petit à chaque tour quand il est ok. Tant qu'il n'est pas ok, je fais ça de très très loin, et donc je l'aborde comme ça petit à petit, en contournant sa tête au début de très très loin, puis petit à petit, je le contourne de plus près. C'est toujours cette même idée tout au long de la séance, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est de montrer au cheval que ça ne se passe pas comme il l'a prévu dans sa tête, comme le chemin neuronal qu'il a dans son cerveau. On emprunte une toute nouvelle voie, qui n'a rien à voir avec ce qu'il connaît. Après, quand je commence avec le tapis à venir associer un petit peu avec le contact physique, d'abord juste la main, et puis après je viens le toucher un petit peu avec le tapis, là on a des réactions un petit peu de forte tension. Donc ce que je fais, c'est que des fois je recule vraiment très très loin, et ça vous allez le voir plusieurs fois, du coup ça le fait revenir des fois vers moi parce qu'il est vraiment très intrigué, tellement intrigué qu'il en oublie son stress. Il n'a jamais vu un humain comme ça s'en aller parce que quelque chose l'inquiétait. Et donc il se dit vraiment, mais c'est vraiment très différent de ce que je connais.
Et donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir sur le fameux montoir. On va repartir de ce qu'on a fait la dernière fois, où je viens lui proposer de venir se mettre de lui-même à côté du montoir. On voit que ça se fait quand même un peu plus rapidement que la dernière fois. Par contre, il vient toujours un petit peu décaler les hanches au bout d'un moment. C'est pas encore 100% à l'aise. Et puis surtout, quand on teste un petit peu, pour le remettre dans cette fameuse situation stressante du montoir, c'est-à-dire venir carrément avec le montoir vers lui et proposer de venir monter, on voit que là, on a vraiment des tensions fortes et il a même tendance un petit peu à venir vers l'humain avec une attitude mi-agressive. Les oreilles commencent à se mettre un petit peu en arrière, il se retourne vers l'humain. On sent qu'il y a quand même une bonne grosse tension par rapport à ça quand on le remet dans la situation où on vient près de lui avec le montoir. Quand on a comme ça un gros nœud, ça je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, on peut passer par un petit peu de complétion, c'est-à-dire réouvrir les fameux mécanismes de fuite à partir de la situation traumatique. C'est-à-dire la situation traumatique, c'était quand Gandalf est au montoir, on bloque la fuite, on l'empêche parce qu'on le tient à la longe pendant que la personne monte. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je lui montre que ça se passe complètement différemment en permettant à ces mécanismes de fuite d'aller à complétion. Je l'encourage, vous voyez, à aller à distance, à partir, à mettre un petit peu de mouvement en avant. J'ai pas vraiment de trot, pas vraiment de galop, mais j'ai un cheval qui s'en va, qui se rend compte que la fuite n'est plus bloquée. Et là-dessus, je viens proposer un petit contact olfactif à partir de la posture d'évaluation. Comme j'avais pas eu de trot, pas eu de galop, je m'étais dit probablement cela ne serait pas suffisant. Mais vous allez voir que cela a quand même débloqué un petit peu les choses pour nous permettre d'avancer un petit peu plus. En sachant que, de nouveau, pour que ça soit consolidé dans la mémoire, il faut du temps, ça ne se fait pas en quelques minutes. Mais donc, ce principe de complétion où on fait revivre la situation traumatique et on réouvre les mécanismes de fuite, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà beaucoup parlé, et on va y revenir tout de suite dans quelques instants avec quelques petites précisions. Et je vais finir ici de vous parler de cette séance avec Gandalf. Comme ça, vous avez toutes les infos ici par rapport à Gandalf. Donc une fois que Gandalf a vu que la fuite pouvait aller jusqu'au bout, que la fuite pouvait le ramener en détente, c'est ça qui se passe quand on a la posture d'évaluation et que je viens faire mon contact olfactif, on a un cheval qui revient en détente. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on voit quand on revient avec le montoir ? Évidemment, il est toujours pas super à l'aise. De nouveau, il faut aussi que ça se reconsolide dans la mémoire, mais il y a quand même déjà une énorme différence. Juste avant, on avait eu des mouvements saccadés, un cheval qui était à la limite un petit peu agressif avec ses oreilles, juste quand la propriétaire a posé le montoir. Ici, on voit qu'elle peut monter sur le montoir. Et qu'ensuite, oui, on a une réaction d'évitement, mais on n'a plus des mouvements saccadés. On a quelque chose de beaucoup plus fluide, un cheval qui évite, mais plus de manière, oulala, la tension monte. On sent que le corps est un petit peu débloqué. Le corps bouge, il n'est plus saccadé, il n'est plus figé. Tout à l'heure, il était vraiment figé à cet endroit-là. Quand la propriétaire a porté le montoir, il s'est figé dans son corps. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu ? Une réaction un petit peu de venir vers l'humain, limite agressive, parce que le corps était figé, justement. Et donc, il a fallu rendre un petit peu ce mouvement au corps. Une fois qu'on a ce cheval qui est un petit peu plus délié, qui est un petit peu plus détendu, on va recommencer avec cette fameuse approche retrait, exactement comme avec le tapis. Je vais partir de loin avec le montoir et je vais m'approcher petit à petit. Et puis vous voyez que je joue beaucoup avec mon poids du corps. Je commence à m'appuyer un petit peu sur le montoir. Si Gandalf s'inquiète, tout de suite je redescends, tout de suite je recule avec le montoir. Et j'attends qu'il soit redécontracté pour revenir. Je dois à tout moment être capable de faire varier mon poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Et des fois, juste de reculer le poids du corps peut vraiment tout changer. Il faut vraiment qu'il comprenne qu'il n'a pas besoin de s'en aller parce que je m'en vais avant lui. Mais on lui a quand même montré juste avant qu'il pouvait fuir, que la fuite était ouverte. Maintenant qu'il sait ça, on lui explique que tout simplement, il n'y a pas besoin de s'en aller et de courir à chaque fois, comme on l'a fait tout à l'heure, parce que je m'en vais avant. Et donc très important aussi, de là où je pose mon regard, je ne sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais au début, quand je monte sur le montoir, si je regarde Gandalf avec mon attention
en montant sur le montoir, tout de suite, il s'en va. Donc ce que je fais toujours, c'est que je le préviens avec mon regard, je le regarde pour lui dire voilà, je vais venir monter dans ta direction, mais une fois qu'on est ok avec ça, quand je vais mettre mon poids sur le montoir, souvent je vais regarder soit carrément par terre pour me faire la plus petite possible, soit au loin pour vraiment lui dire je monte sur ce montoir, mais ça n'a rien à voir avec toi. Je t'ai prévenu que j'allais poser le montoir vers toi, je t'ai regardé pour te dire ok, je vais le poser là, comme on a fait un petit peu avant avec le contact physique où je pointais où j'allais le toucher. Là, je montre où je vais poser le montoir. Et après, une fois que c'est fait, au final, le fait que je monte sur le montoir, ça n'a rien à voir avec toi. Je regarde au loin, je regarde par terre, voilà, pour lui montrer que je ne vais pas faire quelque chose directement avec lui. Ici, vous voyez, on utilise le ballon. On utilise le ballon en fameuse target, ça on en reparlera aussi un petit peu plus loin dans la vidéo, pour venir mettre du positif, pour qu'il vienne un petit peu toucher et s'amuser avec ce ballon qu'il a associé à beaucoup de joie. Cela permet surtout qu'il ne se renferme pas. Parce que quand il n'y a pas le ballon, il a tendance à retourner un petit peu dans ses tensions, se refiger dans le corps. Et du coup, même si je recule, etc., on a un cheval qui a quand même tendance à venir se renfermer un petit peu. Et moi, je veux qu'on fasse tout ce processus avec un cheval ouvert. Et donc, le fait de venir chipoter avec sa bouche, suivre un petit peu le ballon du nez, etc., ça lui permet de ne pas rester figé dans son corps et de ne pas retomber dans ce travers du corps qui se ferme. Par contre, attention, je fais toujours attention à bien avoir son regard sur ce que je fais pour pas qu'il soit surpris. Pas que d'un coup, paf, je monte sur le montoir et qu'il ne m'ait pas vu. Donc voilà, je veux quand même qu'il me jette des petits coups d'œil de temps en temps. Et puis vous allez voir surtout qu'au fil de la séance, il aura de moins en moins besoin du ballon. Il va de plus en plus se mettre sur moi, tourner la tête vers moi, être dans cette communication et qui va accepter de m'avoir déjà de plus en plus proche. Au début, vous avez vu, j'étais très loin avec le montoir. Au fur et à mesure, je vais pouvoir monter de plus en plus proche de lui et en ayant de plus en plus son intérêt sur moi sans plus qu'il se tende. Ensuite, on va pouvoir associer ça au contact physique, c'est encore un petit peu dur, mais voilà, toujours en repartant du nez. Souvenez-vous, ce mouvement où je pars du nez et je vais à partir du nez jusque la zone sur le garrot, pour ne pas le surprendre en allant directement sur le garrot. Vous avez vu qu'en début de séance, j'arrivais à le faire quelquefois, aller directement sur la zone, parce qu'une fois que le cheval est confiant avec ça, on peut de nouveau aller un petit peu plus vite dans les étapes. Mais pour rendre le cheval confiant, toujours on prévient et on part de ce qu'il y a de plus naturel, de plus accepté, c'est-à-dire ce contact qu'on vient faire à partir du nez. Vous voyez, je touche pas forcément le nez, mais je pars très très proche, je longe l'encolure et j'arrive jusqu'au garrot. Et donc je fais ce geste ample en arc de cercle avec beaucoup de douceur dans mon geste. J'envoie beaucoup d'empathie, j'envoie beaucoup de calme dans ce geste. C'est un geste très ample, mais vraiment qui se veut très très doux. Et puis à chaque fois, je fais comme ça un petit peu des cercles. Je ne sais pas si on verra bien sur les vidéos, mais je fais à chaque fois des cercles avec ma main. Et des fois, vous voyez que je ne touche pas au garrot. Je vais jusqu'au garrot, je sens qu'il y a un petit peu de tension. Hop, je reviens avec ma main vers moi, donc la main recule. Et puis hop, je repars pratiquement tout de suite derrière vers le nez. Je remonte le long de l'encolure. Hop, je m'approche du garrot. S'il n'y a pas de tension, je propose un petit contact. Si je sens qu'il frissonne à ce moment-là, je renlève la main. La main retourne vers moi, je repars au nez, je repars le long de l'encolure jusqu'au garrot, et à chaque fois, vous voyez que je peux avoir un contact un petit peu plus prononcé à chaque cercle que je fais avec ma main. Et puis ce mouvement, l'habitue et lui permet de prédire ce qui va se passer ensuite. Je pars du nez, je vais le long de l'encolure, et il a tout le temps de se préparer au contact qui va arriver sur le garrot sans être surpris. Et donc de nouveau, on est toujours dans cette importance de vider le vase à mesure. Vous voyez qu'à la fin de la séance, on arrive carrément avec la propriétaire qui arrive à monter sur le montoir. Gandalf est détendu, il ne se pose plus de questions. C'est une énorme victoire. Ça paraît être un petit pas, mais c'est une énorme victoire. Avant ce cheval, qu'est-ce qui se passait ? C'est que il avait des tensions au moment du pansage, du contact physique. Ensuite, il avait des tensions au moment où on mettait le tapis, puis au moment où on mettait la selle, puis au moment où on montait sur le montoir, et puis au moment où on lui montait sur le dos. Et après, c'était l'explosion. Parce que, à chaque fois qu'on faisait une action, le pansage, le tapis, la selle, la tension montait de 1 à 2 crans. Et donc, à la fin,
quand vous additionnez tout ça, on était peut-être à 10, à 20 en tension, le vase était prêt à déborder, et quand on montait dessus, le vase débordait. Donc là, ce qu'on s'attache à faire, c'est à réécrire chaque expérience pour qu'ils les vivent autrement, en faisant justement, tu t'attends à ce qu'on vienne te mettre de la pression, à ce que quand t'as de la tension, on vienne surenchérir dessus, là non, au contraire, on vient la vider à mesure. Petite tension, on redescend à 0, on recule. Petite tension, on redescend de nouveau à 0, on recule. Ce qui fait qu'à chaque étape, il y a 0 tension. On met le tapis, il y a 0 tension. On fait le contact, il y a 0 tension. On vient sur le montoir, il y a 0 tension. Et ce qui fait que quand on monte, on a un cheval complètement zen. Parce que des tensions, il y en a toujours qui vont venir de l'extérieur. Et donc, il faut vraiment veiller à ce que nous, on propose au cheval, ça lui mette vraiment 0 tension. Et puis en faisant ça, là au début, de nouveau, le processus est long. Mais une fois qu'il aura compris que les chemins dans son cerveau se seront complètement réécrits parce que la mise du tapis, le montoir, etc., ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il connaît, il ne s'attendra plus à ce que ça se passe mal, parce qu'il aura carrément une autre mémoire en tête. Du coup, on pourra enchaîner les choses beaucoup plus vite, évidemment, que ce qu'on a fait là. On pourra aller, contact physique, mettre le tapis, mettre la selle et aller au montoir. Donc, petit point juste ici sur la complétion pour permettre justement au mécanisme biologique d'aller à complétion et de ramener le cheval en détente, de débloquer un petit peu des mécanismes qui n'ont pas pu aller au bout en cas de trauma. Donc bien sûr que la complétion permet de rendre l'expression au cheval en vidant la tension, mais pour moi c'est très important d'avoir un minimum d'expression avant de lancer ceci. Et c'est pour ça que j'ai pas fait ça la dernière fois au dernier cours, parce que je veux que la tension s'exprime. Et du coup, faire la complétion là-dessus. Il y a beaucoup de professionnels qui utilisent ceci aussi, et qui vont pas toujours forcément reprovoquer la tension pour faire cette complétion. Et moi, je trouve que c'est vraiment très important de le faire au moment de la tension, et c'est ce qui est écrit justement dans les articles scientifiques qui nous parlent de la complétion et que je vous avais détaillé dans plusieurs vidéos précédentes. C'est vraiment faire revivre la tension au cheval pour qu'il commence à revivre sa situation traumatique, mais ensuite on vient évacuer tout de suite la tension derrière en réouvrant la fuite. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas faire ça sur un cheval au repos. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin qu'il y ait un minimum d'expression chez le cheval. Si j'ai un cheval qui est juste figé, qui veut plus avancer, qui est complètement bloqué dans son corps, ça peut arriver, on va en parler tout de suite, il faut retrouver un petit peu d'expression d'abord, un petit peu de mouvement pour pouvoir justement lancer la mise à distance là-dessus. Parce que la complétion, c'est vraiment ça, on va stimuler le cheval pour faire ressortir les comportements qui posent problème, pour ensuite venir les transformer. Le trauma, en fait, ça bloque littéralement le corps, les émotions, et en fait ça fige le cheval dans son passé. C'est vraiment comme s'il revivait sans cesse la situation telle qu'elle s'était passée au moment traumatique, et donc ce qu'il faut faire, c'est lui permettre de sortir de ce cycle en vivant les choses complètement différemment. Et donc quand un cheval répond en agressivité à une stimulation, comme on a vu tout à l'heure avec le montoir, c'est pas vraiment à cause de cette stimulation, mais c'est à cause de la mémoire associée à ce montoir et qu'il est en train de revivre à ce moment-là. C'est une sorte de mécanisme de protection qui existe chez les humains également. Le cheval est en fait dans l'anticipation. Et donc, comme nous, dans la séance qu'on a fait là, vous voyez, on fait vivre autre chose au cheval, ça lui permet, dans les séances à venir, d'anticiper autre chose jusqu'à, effacer complètement ce qui était lié au trauma. L'expérience est différente parce que le cheval peut exprimer ses réponses de fuite jusqu'au bout, on l'a vu ici avec Gandalf, sans qu'il soit bloqué, sans que la fuite soit empêchée. On l'avait vu aussi avec Kilian et Kali. C'est pour ça que c'est important de faire toujours ces moments d'envoi à distance dans un endroit où il y a beaucoup d'espace. Évitez absolument les rondes longes pour faire ceci. Et donc ça marche pour tout type de problématiques, même des chevaux qui sont agressifs entre eux dans le troupeau. On peut aussi travailler avec ceci. On l'avait vu notamment avec Ottawa qui était très agressif avec les humains et aussi avec les autres chevaux à un moment donné dans sa vie. Attention, petite parenthèse ici, dans le cadre de la complétion, donc on va toujours lancer la mise en avant sur la tension pour venir évacuer. Par contre, ça je vous l'ai toujours dit, quand vous voulez courir avec votre cheval, lancer du trot, cette allure ne doit jamais être associée à la fuite. Si vous sentez des tensions avant le départ, que votre cheval est un petit peu énervé, qu'il a envie de bouger, qu'il n'est pas complètement avec vous, surtout, ne proposez pas le trot sur de la tension.
Sinon, le cheval peut partir en défense, peut partir éventuellement un petit peu en coup de cul. Il faut toujours partir sur un cheval décontracté, avec une attitude sereine. Et puis après, on peut venir ajouter un petit peu de mouvement, etc. Le trot qu'on fait dans le cadre de la complétion, déjà on n'est pas à l'épaule, vous voyez, on se met le plus à distance possible et de derrière, et puis on envoie, le cheval peut choisir la direction. Puis c'est pour évacuer les tensions, c'est pas du tout dans le même but. Là, quand vous êtes à côté de votre cheval en proximité et que vous lancez le trot, s'il y a des tensions, comme le cheval est un petit peu bloqué parce que vous êtes à côté et que vous donnez la direction, ça peut déclencher des défenses. Donc attention, ne pas tout confondre. Des fois, les tensions peuvent venir de trauma, mais pas toujours. Les tensions peuvent venir aussi simplement d'un vase qui s'est accumulé petit à petit. Par exemple, moi j'ai beaucoup de gens en ce moment qui me disent « mon cheval est agressif avec les autres chevaux, parfois un petit peu avec moi ». Pourquoi ? Les chevaux, c'est l'hiver, terrain mouillé, ils sont confinés dans des petits paddocks. Les tensions montent, ça on l'avait vu, les conversations entre chevaux domestiques n'ont rien à voir avec conversations entre chevaux sauvages, parce que les chevaux sont stressés, parce que les chevaux sont trop les uns sur les autres. On croit souvent que la panacée c'est des chevaux qui vivent dehors, oui, mais c'est souvent des espaces trop petits. Des chevaux qui vivent dehors, mais pour être à la pluie, où il n'y a pas d'abri, ou alors oui, il y a un abri, mais il est trop petit pour accueillir tout le monde, ou alors il est mal orienté, et le vent rentre dedans, et c'est absolument affreux. Je suis pas là en train de défendre le box, ça vous le savez très bien, mais je pense que de nouveau, il faut être mesuré. On peut pas offrir une vie au naturel comme on le voudrait dans la nature, donc quand on a des temps comme en ce moment avec beaucoup de pluie, en ce moment je ne sais pas quand la vidéo va sortir, mais là au moment où je vous parle, on est en plein mois de février, il y a beaucoup de pluie, donc dans des conditions comme ça, oui, le cheval il peut être très heureux de trouver un endroit sec le soir, de rentrer un petit peu au box, et de ressortir après le lendemain. Évidemment, il faut que le cheval marche, il faut que le cheval bouge, mais d'avoir un endroit où il peut mettre ses pieds au sec, où il peut s'abriter, c'est important. Sinon on a un cheval qui ne dort plus, qui ne se repose plus, et là aussi, on a des tensions qui s'accumulent. Le sommeil, c'est hyper important pour fixer les apprentissages, pour vider également des tensions. Si la nuit, votre cheval n'a aucun endroit pour se coucher, il est tout le temps sur les autres chevaux, où ils sont dans un espace trop petit, où il y a des conversations de stress, où il n'y a pas d'endroit sec, où il n'y a pas d'abri, c'est très très compliqué. Donc oui, d'offrir un box la nuit, dans des situations comme en ce moment, je trouve que c'est même très important. Souvent, les meilleures intentions du monde ne sont pas toujours au final les meilleures idées parce que de nouveau, nos chevaux ne sont plus des chevaux sauvages, ce sont des chevaux domestiques, donc il faut faire en fonction. Idem avec les chevaux auxquels on donne des filets à foin, ça permet de donner moins de foin, ça permet qu'ils se gavent un petit peu moins, tout en mangeant continuellement. Oui, mais de nouveau attention, c'est peut-être bien pour son appareil digestif parce qu'il mange continuellement en mangeant de moins grandes quantités, grâce au filet à foin, mais si les mailles sont trop petites, on a de la frustration, on a des tensions, et c'est pas terrible non plus. Donc voilà, de nouveau, tout est un petit peu à réfléchir. Des fois, le trop bien est l'ennemi du bien. Donc voilà, on voit qu'en fait, les tensions peuvent venir de plein de petites choses, même au final de cette histoire de filet à foin avec des mailles trop petites, ça c'est vu, je vous le confirme. Et ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, un cheval qui stresse quand il y a du vent, quand le climat n'est pas bon, c'est parce qu'il y a déjà des tensions. D'ailleurs, parce que chevaux les uns sur les autres, parce que pas d'endroit pour dormir, parce que des tensions qui viennent peut-être d'anciens traumas, et donc votre cheval, quand il y a du vent, il va devenir complètement fou. C'était le cas d'Abantos, et là, je suis très contente de voir qu'on a vraiment bien avancé sur ces tensions, parce que voilà, regardez là, en plein vent, Abantos, il reste dehors, tranquille, complètement posé. De nouveau, c'est toujours une question de vase. S'il y a du vent, qu'il y a de la tempête, le vase va peut-être monter de 1, mais si le vase était à la base à 0, ça va rien changer. Alors que si votre cheval il est déjà bourré de tension, le vent qui se rajoute dessus, votre vase, il est peut-être à 5, 6, hop, avec le vent, ça va monter de 1, 2 crans, on arrive à 8, et ça fait déjà beaucoup. Et de nouveau, je le vois vraiment avec Abantos, c'est un cheval extrêmement intelligent qui apprend très très vite. Les professionnels, le côtoyer, etc. ont souvent dit un petit peu couillon Abantos. Oui, parce que comme il est très émotif, si on ne vide pas ses tensions à mesure, si on ne l'approche pas de la bonne manière, qu'est-ce qui se passe ? Les tensions montent, le vase se remplit et il ne réfléchit plus. Et ça, c'est tous les chevaux. Tous les chevaux deviennent bêtes quand ils sont dans la tension. Tous les chevaux se mettent en mode survie. Quand il y a trop de tension, le système nerveux, il bloque le corps en mode survie, il coupe tout ce qui n'est pas essentiel. Et donc venir apprendre un nouveau tour, etc., c'est plus possible. Il n'y a plus d'accès au cortex préfrontal. Le cheval, il est juste dans
réagir, réagir, réagir. Il est plus dans la réponse. Il peut carrément aussi se résigner, s'éteindre. Et ça, c'est exactement la même chose chez l'humain. Quand on est stressé, quand on est tendu, tout ce qui n'est plus essentiel est complètement coupé. On n'est plus capable d'apprécier un bon plat. On mange en deux-deux pour l'idée de manger. On peut perdre aussi de la libido. On a plus de mal à réfléchir. On a plus de mal à faire des choix. Parce que, le système nerveux vient bloquer tout cela. Et le système nerveux, c'est quelque chose d'absolument impressionnant et fascinant. Petite parenthèse ici, avec le neurologue Arturo Goicoechea, alors je le prononce sûrement très très mal, donc je vous mettrai le nom par écrit, ça sera beaucoup plus simple, qui, je cite, a dit « La douleur n'est pas toujours dans le corps, souvent elle est dans le cerveau, même lorsqu'il n'y a aucune lésion. » Et ça, c'est très très vrai, que ce soit chez les chevaux, mais aussi chez les humains. La douleur, c'est carrément une décision du système nerveux. Il y a des personnes qui peuvent avoir des pathologies physiques très très graves, mais qui arrivent à se couper de la douleur et qui arrivent à ne plus la ressentir. Et il y a par contre des gens où il n'y a pas de lésion dans le corps, mais qui peuvent sentir des douleurs. Des gens qui ont des douleurs chroniques alors qu'on ne voit rien aux examens. Parce que le cerveau est dans un mode de protection. Et quand le cerveau est dans un mode de protection, il peut aussi parfois se tromper. Il voit du stress chronique, il voit des traumatismes qui n'ont pas été vidés, chez le cheval on vient d'en parler, il voit une peur constante, un corps qui est tout le temps dans l'hypervigilance parce qu'il est trop sollicité. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit ça va pas. Et donc, il envoie une douleur, alors que même que le corps est complètement sain. C'est comme un signal d'alarme, un signal de détresse du cerveau. Et donc ça, pour les chevaux comme pour les humains, venir traiter seulement le corps, de nouveau, ça ne suffit pas. Il faut aussi revenir à ce système nerveux. Travailler sur cet émotionnel, sur cette mémoire des émotions, pour venir relâcher des tensions et faire disparaître certaines douleurs. Parfois, le traitement, c'est simplement rééduquer son cerveau. Et donc, je vous parlais de la complétion, j'avais travaillé, là encore, une petite jument, c'était un cas encore très intéressant, où elle aussi, on a dû lui réouvrir la fuite, lui réouvrir le mouvement, lui montrer que ses défenses, ses mécanismes naturels de défense pouvaient aller au bout pour venir la relâcher, c'est le principe même de la complétion, rouvrir les mécanismes naturels de défense, notamment la fuite, pour que le cheval vienne se relâcher, ça c'est tous les animaux, si le système de défense est inefficace ou bloqué, il y a trauma. Une fois que c'est rouvert, le cheval vient automatiquement se relâcher. Et donc c'était une jument qui était clairement bloquée un petit peu en mode survie, qui était un petit peu pétrifiée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Un truc tout bête en fait. C'est que c'est une jument qui avait un petit peu peur des tracteurs, ça commençait à aller mieux. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment eu des très très gros tracteurs qui sont arrivés carrément dans son pré. Il y avait un déménagement en cours, et donc ça a duré vraiment très longtemps. Mais ce qui s'est passé, c'est que ses congénères, eux, ont été vers les tracteurs. Eux, ils étaient très curieux, ils n'avaient pas peur, ils ont été. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette jument ? C'est qu'elle a un caractère un petit peu comme ça, et beaucoup de chevaux sont comme ça d'ailleurs, c'est que elle s'est dit, si les copains y vont, je veux rester avec eux, je veux faire comme eux, et donc je vais les suivre. Je sais que par exemple Caresse, si elle a peur de quelque chose et que les copains vont voir ce quelque chose, si elle en a peur, elle n'ira pas avec eux. Par contre, cette jument, si. Et c'est le cas de beaucoup de chevaux. Elle a dit, je suis les copains, j'y vais quand même. Donc, elle s'est bloquée la fuite toute seule. Personne ne lui a bloqué la fuite. Elle était en totale liberté. Mais elle-même s'est bloquée sa fuite parce qu'elle s'est dit, je peux pas m'en aller, je dois rester avec les copains. Et donc, même si c'était beaucoup trop pour elle, que c'était insupportable pour elle, elle s'est bloquée cette fuite et elle s'est entre guillemets auto-traumatisée. Et ça, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, cela arrive beaucoup. Votre cheval à qui vous montrez quelque chose qui fait peur et vous dites « Mais non, ça va bien, il ronfle, mais il va vers ce truc, il va vers cette chose. » Pourquoi ? Parce que vous, probablement, vous l'encouragez ou parce que vous lui avez appris précédemment que on va toujours vers ce qui inquiète, on vient toucher, etc. Si vous ne faites que ça et que vous ne lisez pas votre cheval et ses signes de tension, votre cheval, il va aller au-devant de ce qui lui fait peur, même si c'est trop dur pour lui. Même s'il est en train de dépasser complètement sa zone de confort et de se mettre complètement dans le rouge, il va y aller. Et donc, c'est important avec ce genre de chevaux-là, de reculer, de revenir dans le confort dès qu'il y a une légère tension, dès que la nuque monte un petit peu. Même si le cheval, il se bloque pas et qu'il continue à y aller avec envie et que vous dites « non, il me traîne en avant, je vais sûrement pas le faire reculer », si.
Pareil dans un passage étroit. Souvent, ils vont dire je vais préférer prendre la fuite en avant, la tension va monter, ils vont se mettre dans le rouge, mais ils vont passer le passage vite. C'est très naturel chez les chevaux de faire ça. Et il va falloir ne pas s'avancer trop loin dans ce passage pour pouvoir reculer à chaque fois que ça devient un petit peu trop. Comme vous l'avez vu dans beaucoup de vidéos avec Abantos où on avait travaillé ces fameux passages étroits. On ne va jamais bloquer la fuite, mais on va toujours reculer avant que le cheval ait envie d'accélérer. Et quand votre cheval, comme ça, il veut quand même aller pour vous faire plaisir au-devant de quelque chose, il veut quand même aller pour avoir sa friandise, et qu'il passe dans le rouge, et que la nuque passe au-dessus du garrot, et qu'il ronfle, et qu'il est dans un état pas possible, c'est vous qui devez lui dire « maintenant, on recule ». C'est vous qui devez être ce bon guide qui dit « non, on va y aller, mais à ton rythme, on va y aller tranquillement. Faut pas attendre l'explosion. C'est pas parce que ce cheval vous suit en liberté pour aller vers ce qui l'inquiète qu'il le fait en étant détendu. S'il vous suit en liberté en étant détendu, très bien. C'est que, en effet, il n'est pas inquiet et qu'il est complètement dans sa zone de confort. Mais s'il vous suit, même en liberté, en étant contracté, on n'est pas dans le bon et il faut donc revenir en arrière. Et donc voilà, cette jument, son trauma est arrivé comme ça. Et du coup, après, il n'y avait plus de mise en avant. Elle venait sur son humaine n'arrivait plus à s'en débarrasser, elle était bloquée dans son corps. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par, grâce à la fameuse balle, un petit peu d'approche-retrait vers l'endroit où il y avait eu les tracteurs qui n'étaient plus là à présent, mais vers l'endroit où il y avait eu le traumatisme. Et petit à petit, la tension a commencé à s'exprimer. On a commencé à avoir des coups de tête. Et donc ça, les coups de tête, les signaux d'apaisement, c'est pas un signe que le cheval ne veut pas faire, c'est simplement un signe que c'est trop pour le cheval. Et donc là, elle commençait à s'exprimer un petit peu. Par contre, la mise en avant était toujours complètement bloquée, mais on commençait à avoir un petit peu d'expression dans le corps. Et donc là, on a fait la complétion à partir de là, où je lui ai demandé de se mettre en avant sur cette tension pour libérer le corps et revenir ensuite avec le contact olfactif. Et du coup, après ça, elle était déjà plus décontractée, et puis surtout, elle venait beaucoup moins sur son humaine. La mise en avant était débloquée, sa propriétaire arrivait à lui dire « non, viens pas, arrête-toi plus loin », etc. Elle ne venait plus se coller pour se rassurer, et puis surtout, la propriétaire arrivait à lui dire « mets-toi en avant et décolle-toi de moi ». De manière générale, avec un cheval un petit peu collant, toujours très important de lui montrer que c'est vous qui venez à lui. Là, on avait réintroduit ça notamment avec ce contact olfactif, où dès qu'elle était un petit peu en évaluation, qu'elle se posait après la mise en avant, c'est toujours nous qui venions à elle pour venir la décontracter. Et puis idem, quand on donne une friandise, quand on récompense, toujours vous qui allez au cheval. Avec des chevaux un petit peu collants, vous allez voir que ça va très vite changer la perspective si systématiquement vous montrez au cheval qu'il n'a pas besoin de venir à vous, que c'est vous qui venez à lui. Et donc, on le voit encore ici, ce qui compte dans les apprentissages, c'est pas tellement la répétition, ça on l'avait déjà dit plein de fois, et c'est le grand oublié de la théorie de l'apprentissage chez les chevaux, c'est l'émotion. Ce qui compte, c'est pas de répéter les choses, c'est l'émotion associée à l'activité. On l'a vu, évidemment, avec Gandalf. Quand on associe la balle au montoir, tout à coup, ça va beaucoup mieux. Après, on va venir évidemment avec lui travailler un petit peu la selle, travailler un petit peu le montoir. On verra si on repart sur un redébourrage. Est-ce qu'on viendra, des fois, avant de mettre un cavalier, on met un petit peu des sacs sur le cheval pour venir l'habituer un petit peu au poids de l'humain, mais attention quand on fait ça, je ne sais pas si on aura besoin de le faire ici, mais attention quand on fait ça dans le débourrage, jamais par envahissement, c'est pas je mets les sacs sur le dos de mon cheval et puis je le fais courir, et jusqu'à qu'il se résigne et qu'il voit que ça sert à rien de gigoter, les sacs vont rester sur lui. Non, c'est toujours, on vient lui montrer un petit peu, on vient les enlever au moindre signe de tension. Il faut que le cheval soit toujours complètement OK. On ne va pas le lancer au grand galop avec les sacs. Et encore pire, évidemment, si vous le faites en longe, vous le retenez pour pas qu'il puisse fuir. Donc ça, très attention avec ça. Sinon, là, de nouveau, vous allez dans des associations complètement négatives et carrément traumatiques. Et donc, quand on dit, ce qui compte dans l'apprentissage, c'est surtout la mémoire positive, l'émotion associée à l'apprentissage plus que la répétition. Ce qui est important pour le cheval, c'est de sentir que sa contribution a un impact. Avec Gandalf, tout le long de la séance, on lui parle beaucoup, on met beaucoup de voix positives, et surtout on reconnaît les efforts du cheval. Et ça, c'est très important de montrer de la satisfaction. Montrer sa satisfaction, c'est pas que le bonbon. Montrer sa satisfaction, c'est aussi ignorer les mauvais comportements pour pouvoir encourager le cheval à participer, ça on y revient tout de suite, pour renforcer la confiance en lui du cheval, donc sa motivation, et créer littéralement un climat de sécurité psychologique. En effet, montrer que vous êtes content, que vous êtes fier de votre cheval, c'est pas juste le bonbon. Et ça, je vois beaucoup de gens, moi j'utilise des bonbons, j'encourage mes élèves à le faire aussi, mais pas n'importe comment. Souvent, je vois que les gens, ils en donnent trop, et puis que du coup, ils se disent, le bonbon, ça suffit.
Déjà, le bonbon, on n'en donne que sur des choses un petit peu nouvelles. Moi, de nouveau, dans mes vidéos, vous en voyez souvent avec mes chevaux. Pourquoi ? Parce que je vous montre plutôt des choses un petit peu nouvelles, un petit peu différentes. Mais sur les choses qu'ils font tous les jours, on va pas redonner 1 milliard de bonbons. Et surtout, même si vous donnez un bonbon, il faut pas que la récompense soit que le bonbon. Ça doit être le temps qu'on prend avec le cheval. Déjà, on donne la récompense quand le cheval est calme, pas avec une tête qui vient sur nous, on stabilise, on apporte du calme et on tend la main vers le cheval. C'est toujours nous qui allons vers le cheval, jamais la tête du cheval qui vient vers nous. Et puis surtout, on prend le temps d'installer la joie, l'échange de regards, afin que ce moment soit vraiment vécu comme un moment très profondément positif pour le cheval. Dans l'émotion et pas dans le juste je viens manger un bonbon. Et le cheval, au final, vous allez voir que très vite, il va venir chercher cette valorisation, il va venir chercher votre regard, il va venir chercher votre voix de félicitation. Et maintenant, j'ai carrément des chevaux chez mes élèves qui me disent « Ah, dès que je mets la voix de félicitation avec mon cheval, j'ai mon autre jument qui est à côté, qui arrive au petit trot parce qu'elle se dit « Oh là là, il y a de la joie, je viens par ici aussi. » Et elle vient beaucoup plus quand il y a de la joie que quand il y a des bonbons. Donc voilà, ce qui montre aussi que cette joie peut être vraiment importante pour le cheval et peut vraiment remplacer le bonbon. Et c'est ça qui devient la récompense et non plus le bonbon. Le bonbon, ça doit devenir un détail qui vient juste marquer que voilà, c'était ça le bon mouvement, mais c'est un détail parmi tout le reste. On prend le temps. C'est cet échange que le cheval doit chercher. C'est pas je donne le bonbon et je m'en vais. Si vous faites ça, votre cheval, il retient quoi de l'échange ? Juste le bonbon, parce qu'il n'y a pas d'échange. Et donc du coup, quand vous redemandez votre exercice, qu'est-ce que fait votre cheval ? Il réclame un bonbon. Pourquoi ? Parce que vous avez mis vous-même l'accent sur le bonbon, vous lui avez dit c'est juste ça. Bah si c'est juste ça, il vient chercher ça. Si vous lui dites j'ai plus que ça à t'offrir, peut-être qu'il va venir réclamer autre chose. Et donc je vous le disais il y a quelques instants, ignorez les mauvais comportements à partir du moment évidemment où ils ne sont pas agressifs et ne vous mettent pas en danger. Mauvais comportement, le terme est un petit peu mal choisi, c'est plutôt un cheval auquel vous essayez d'expliquer quelque chose, faire une jambette par exemple, et qui se met à reculer. Voilà, par exemple. Bah ça, c'est pas un comportement qui vous met en danger, c'est juste un cheval qui propose et c'est juste pas la bonne réponse. Ce qui compte de nouveau, c'est qu'il y ait de la lumière dans les yeux des chevaux. C'est pas un cheval parfait, mais un cheval engagé. Pas qui est juste en adaptation. Donc moi, je veux un cheval qui propose. Et donc c'est pour ça que je vais pas sanctionner, je vais pas dire non quand c'est pas la bonne réponse. À partir, évidemment, du moment que ça ne me met pas en danger. Ici, par exemple, un bel exemple avec Abantos, vous l'aviez vu dans une des vidéos précédentes où je lui apprenais à reculer et à venir pousser la planche. Il avait tendance, comme toujours, un petit peu à précipiter, à anticiper un petit peu l'exercice. Et donc, comme il savait que j'allais lui demander de reculer, il reculait. Et donc, j'avais parfois du mal à venir me mettre derrière lui, à venir stabiliser. Et avant de venir lui proposer de reculer, je voulais vraiment qu'il se stabilise et qu'il attende ma demande. Et donc ça, au début, j'avais un petit peu du mal à l'avoir, mais je me suis pas énervée, j'ai pas commencé à dire non, j'ai pas commencé à le replacer. Qu'est-ce que je faisais ? Simplement, je marchais, comme on l'avait vu tout à l'heure avec Gandalf, sans le regarder, en regardant un petit peu vers l'extérieur pour pas lui mettre de la pression dessus. Je faisais un petit peu des tours, un petit peu grands au début, puis de nouveau de plus en plus courts pour venir m'arrêter derrière lui. Je soufflais. S'il bougeait avant que j'arrive à ma bonne place pour commencer l'exercice, je recommençais dans le calme. Et donc j'ignorais, je ne valorisais pas la mauvaise réponse, mais je ne venais pas mettre du négatif non plus, parce que je voulais pas qu'il commence à se figer, à se dire « Oh si c'est pas ça, alors je sais pas ». Et donc petit à petit, il s'est dit « Bon apparemment ça doit pas être ça ». Il s'est arrêté, il s'est stabilisé. Dès que j'ai eu la première seconde de stabilisation, tout de suite grosse voix de félicitations, gros moment d'échange. Et puis après, il a très vite compris et on a pu enchaîner sur le reste, sans avoir un cheval qui du coup se blase et se dit du coup ça m'agace. Et ça, un cheval qui propose comme ça, c'est souvent cassé par les méthodes un petit peu plus traditionnelles avec le conditionnement, clairement par la peur, avec la montée en phase. La montée en phase, qu'est-ce que ça crée ? Simplement de la prévisibilité. C'est-à-dire que le cheval, il a peur, il craint cette montée en phase et donc pour l'éviter, il va venir proposer le mouvement. Le conditionnement par la peur est extrêmement puissant. J'ai jamais dit que ça ne marchait pas. Je vous ai toujours dit que ça marche très très bien. Parce que ça active des circuits de survie qui sont très efficaces. Donc on a des réponses rapides. Par contre, cela peut en effet donner des traumas dans le système nerveux avec des chevaux qui ont le corps bloqué. On en a vu pas mal dans les dernières vidéos.
On avait vu aussi le cheval Dexter, qui était tellement conditionné qu'il ne bougeait plus, même pousser une balle, c'était devenu trop compliqué, il n'arrivait plus à le faire. Notre cheval Gandalf, c'était pareil, la première séance, qu'est-ce qu'on a dû faire ? Simplement redonner de l'expression au corps, qu'il ose faire des choses. Là, ce que vous avez vu en début de vidéo, ce cheval qui vient prendre la balle et la secouer avec ses dents, clairement, il n'aurait jamais osé faire ça avant. Le corps était bloqué, il n'exprimait plus rien. Juste de l'explosion quand la tension devenait trop forte. Et donc ça, oui, le conditionnement par la peur, ça peut tout à fait donner ce genre de blocage au niveau du corps. Et donc après qu'il faut venir réécrire quelque chose et venir débloquer comme on l'a vu avec la complétion, etc. Avec votre montée en phase, le cheval il comprend que s'il répond pas, ça va empirer. Il anticipe simplement un inconfort. Un cheval qui, quand vous lui agitez le stick sur le nez, il recule, c'est pas qu'il respecte, c'est juste qu'il veut éviter l'escalade. Et ça, je vous l'avais déjà dit, les chevaux sont très résilients parce qu'ils préfèrent aller vers l'apaisement. Ils recherchent l'apaisement entre eux. Ils veulent absolument éviter les conflits. Et donc souvent, ils vont céder par rapport à l'humain simplement pour éviter le conflit. C'est pas parce que le cheval cède qu'il comprend. Et ça, souvent, avec les méthodes traditionnelles, on fait céder le cheval en montant en phase. Il a cédé pour éviter un inconfort. Il a cédé en étant dans un circuit de survie dans le système nerveux. Et donc pas en réflexion avec son cortex préfrontal. Pas en autonomie, pas en conscience de ce qu'il fait. Un cheval qui chasse les hanches, c'est souvent pour simplement se sentir en sécurité, pour éviter l'inconfort quand on vient le pousser avec le stick, et puis surtout pourquoi, on l'a vu avec Gandalf aussi en début de vidéo, pour garder l'humain dans son champ de vision. Gandalf, il avait peur que je vienne avec mon tapis sur le côté parce qu'il me voit moins bien quand je suis sur le côté avec lui, puis il sait qu'en plus, par anticipation, que quand on est à côté, on met éventuellement le tapis et que ça se passe mal, etc. Et donc, quand un cheval commence à s'inquiéter, qu'est-ce qu'il fait ? Il se remet toujours face à l'humain. Ça, on voit ça souvent quand on longe des chevaux, le cheval qui vient faire face à l'humain, c'est un cheval en stress, c'est un cheval qui ne comprend pas et qui cherche la sécurité. Et la sécurité, c'est quoi ? C'est venir observer ce qui l'inquiète. Et venir observer ce qui l'inquiète, c'est quoi ici ? C'est l'humain. L'humain l'inquiète parce qu'il n'a pas forcément compris ce que l'humain voulait faire, parce qu'il n'est pas très sûr des intentions, et du coup, il vient se remettre sur l'humain. Donc un cheval qui vous fait face, c'est un cheval qui est un petit peu en questionnement et qui cherche la sécurité. Par rapport à vous, il vous surveille. Et donc, si on pousse un petit peu plus loin la réflexion là-dessus, avec les méthodes classiques, on peut en effet avoir un cheval qui a toujours le regard sur vous, et donc des gens qui me disent « Ah mais moi mon cheval, j'ai pas besoin de travailler le regard, il me regarde, il me regarde tout le temps. » Mais de nouveau, les extrêmes, c'est jamais bon. Un cheval qui vous regarde tout le temps, c'est peut-être parce que simplement il vous tient à l'œil, parce qu'il sait que se déconnecter, ça va le mettre potentiellement en insécurité, parce qu'il va plus vous voir. Et s'il vous voit plus comme il vous fait pas trop confiance, il a peur de ce que vous pourriez faire. Que peut-être vous allez le chasser, que peut-être vous allez mettre de la pression parce qu'il s'est déconnecté, etc. Donc dans le doute, il reste complètement focus sur vous. Donc de nouveau, quand on est dans l'échange, dans un exercice, d'avoir ce regard, c'est hyper important. Avant chaque demande, d'avoir le regard, c'est hyper important. Mais si votre cheval n'est pas capable de mettre son regard là où vous pointez, ce qu'on a vu que Gandalf faisait très très bien, quand je pointais, que je lui disais « est-ce qu'on va là ?» et qu'il me répondait oui ou non, quand je lui montre la balle, il est capable de mettre son regard sur la balle. Mais si votre cheval n'est pas capable de mettre son regard ailleurs que sur vous, de même se détourner de vous pour aller vers quelque chose que vous lui montrez, c'est probablement que justement, il se méfie de vous. Et que se déconnecter, pour lui, c'est synonyme de danger. Et dans les méthodes traditionnelles, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on banalise la peur, on banalise la résignation, parce qu'on confond obéissance et relation. On l'avait vu dans la fameuse vidéo sur le concours de la connexion. Et on a tendance à encourager quand le cheval ne dit rien, il est sage, il dit rien. Et alors que moi, j'ai toujours valorisé justement le cheval qui a du mouvement, qui bouge, qui propose des choses. Le mouvement en avant, c'est la clé. Si on a un cheval, de nouveau, on en revient toujours à ça, qui s'exprime pas, qui bouge pas, c'est très compliqué de faire des choses. Une fois qu'on a du mouvement en avant, qu'on a de l'énergie, on peut rediriger cette énergie pour apprendre un geste juste. Et donc, un exemple parmi tant d'autres, mais un cheval, par exemple, qui a du mal à se mettre en avant à l'épaule, qui ne part pas en avant quand on est à l'épaule, c'est le cas de beaucoup de chevaux, qui ont tendance à se cacher un petit peu derrière l'humain. Si on s'évertue pendant 1 heure à pousser, à tirer jusqu'à qu'il parte, vous allez avoir un cheval qui, au contraire, va devenir de plus en plus résistant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas arriver à avoir le marche à l'épaule tout de suite propre. Donc d'abord, on part en avant, on marche pour donner envie au cheval de nous rejoindre. Alors oui, le cheval sera derrière nous, mais au moins il y a du mouvement en avant.
on part d'un pas décidé en regardant où on va, en étant motivé pour partir en avant, souvent le cheval va suivre. Et une fois que le cheval nous rejoint, là, on peut du coup lui montrer comment se mettre à l'épaule et encourager la marche à cet endroit-là. Mais c'est beaucoup plus facile quand on a déjà du mouvement en avant. Alors que si vous partez de l'arrêt, qu'il n'y a pas de mouvement en avant, c'est compliqué. Donc partez du mouvement en avant, même si c'est pas le mouvement que vous voulez, même si le cheval est un petit peu derrière vous, même si le cheval n'est pas dans le mouvement juste, mais une fois que vous avez du mouvement, vous pouvez rediriger ce mouvement vers le geste juste. C'est impossible de diriger l'énergie avec un cheval à l'arrêt. Et donc, voilà, de nouveau, petit pas par petit pas. On cherche le mouvement en avant de chercher quelque chose de propre. La méthode Kaizen au début, on y revient un petit peu. Et petit à petit, mine de rien, le cheval va finir par démarrer à l'épaule avec nous. En demandant moins, on a plus. Se contenter de peu, au final, c'est toujours la clé. Petit exemple ici également, quand on apprend à un poulain la tâche, par exemple, qui n'est pas évidemment une des premières choses à faire, mais qui vient à un moment donné dans l'apprentissage, pour ne pas justement déclencher de trauma et ne pas faire ça justement par envahissement où on attache le cheval tire 2-3 fois, il voit que ça cède pas, il se résigne. Toujours, on n'est jamais obligé de passer par la résignation. Il y a toujours une autre solution que la résignation. Et pour la tâche, également. Avec le poulain, comment je travaille ça ? Dès que la longe commence à bloquer un petit peu le mouvement du cheval, je viens chercher la tête du cheval qui a précédemment du coup appris le fameux suivi de main et qui a également précédemment appris aussi le tu attends pour avoir le calme dans l'immobilité, parce que si vous n'avez pas ça, que vous avez un cheval qui gigote tout le temps, il va tirer, il va bouger, il va juste s'inquiéter. Le tu attends, le calme dans l'immobilité, c'est un des prérequis avant d'apprendre la tâche, pour ne pas avoir de panique et pouvoir toujours revenir à cette immobilité. Ensuite, pour ne pas qu'il y ait de stress quand le cheval vient buter sur la longe, qu'est-ce que je fais ? Dès que je vois que le cheval, il tend sa longe, il commence à sentir que ça bloque un petit peu, je viens chercher mon cheval en suivi de main et je lui amène la tête dans le sens qui permet de venir avoir du mou sur la longe pour lui montrer que la solution, c'est que quand ça tend, on vient remettre sa tête dans le confort, on vient remettre sa tête là où il y a du mou dans la longe. L'important, c'est du suivi de main. Si mon cheval n'a pas appris le suivi de main, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il tourne la tête ? Je dois tirer sur la longe. Mais le souci, c'est que la longe est déjà tendue. Donc, je passe complètement dans la session et je passe dans un cheval qui peut s'inquiéter encore plus. Donc là, je viens, juste avec mon suivi de main, montrer au cheval que s'il met sa tête dans le sens de la longe, bizarrement, ça ne tire plus. Et donc, je viens montrer ça 2-3 fois. Et je peux vous dire que j'ai fait ça récemment avec un poulain et c'est absolument magique. J'ai montré 3 fois au cheval que quand ça tendait sur la longe, hop, je lui montrais qu'en revenant avec sa tête, ça ne tendait plus. Il a tout de suite reproduit le geste. Et ça encore, c'est vraiment la magie de faire les choses en autonomie, de faire les choses sans porter le cheval, sans le faire céder par la peur, par la montée en face, par l'obligation, mais par je te propose une solution, je te propose de me suivre et tu reproduis le geste en autonomie, comme à quel point l'apprentissage n'a pas besoin de beaucoup de répétitions, parce qu'associé à du positif, parce qu'associé à une véritable solution. Et je peux vous dire que le poulain, en 2 minutes, il avait appris la tâche et que tout seul, dès qu'il sentait que ça tendait, paf, il remettait sa tête dans l'autre sens sans absolument aucun stress. J'essaierai de filmer ça une fois si je retourne travailler ceci avec ce poulain, mais voilà, j'avais pas ma caméra avec moi quand j'ai fait ceci. Mais voilà, c'était vraiment une très très belle expérience. Et pareil, je vous disais tout à l'heure, ignorer les comportements indésirables qui ne sont pas la bonne réponse, c'est de nouveau la porte d'entrée vers un changement plus profond et durable. Si on rejoint ce que nous dit la méthode Kaizen également. Parce que de nouveau, on prend cette énergie, même si elle n'est pas dans la direction dans laquelle on la voulait, mais on la prend, on la reçoit et on la dirige vers autre chose. On n'essaie pas d'éteindre les comportements avec lesquels le cheval communique, on essaie simplement de les rediriger vers le geste juste souhaité. Si vous dites systématiquement non quand votre cheval propose quelque chose que vous ne voulez pas, et que vous arrêtez chaque comportement, du coup vous ne les écoutez pas. Et parfois, certaines choses, c'est très important de les écouter parce que ça va vous permettre de comprendre certaines choses, de comprendre en fait ce que votre cheval ne comprend pas, parce qu'à travers ce qu'il vous propose, il vous explique aussi ce qu'il ne comprend pas. Non. Et donc, écouter ceci, c'est très important. Si vous faites simplement disparaître ce comportement, c'est un message que vous vous enlevez.
Et une fois que votre cheval ne vous dit plus rien, c'est un petit peu compliqué de comprendre ce qui ne va pas. Et pareil, un cheval qui évite systématiquement, on l'a vu tout à l'heure avec Gandalf, qui venait avec sa tête pour protéger son côté, pour pas que je l'approche par le côté, ça veut dire quelque chose, ça veut dire j'ai peur de ce qui va se passer une fois que tu seras là. C'est un message important. Si je viens dire non à ceci, c'est carrément dramatique. Vous voyez que je ne dis pas non, j'ignore, j'écoute, mais je ne cherche pas à le faire disparaître. Et petit à petit, le comportement disparaît de lui-même parce que moi j'agis en conséquence. Mais je ne viens pas lui dire non, je ne viens pas l'arrêter dans son mouvement. Je ne viens pas lui dire t'as pas le droit de mettre ta tête entre ton corps et moi, tu dois me laisser passer. Non. Je comprends ce message et je viens le rassurer par rapport à ce message, le rassurer sur mon intention et du coup le comportement disparaît de lui-même. Mais attention, ignorer les comportements, ce n'est pas ne rien faire. Vous l'avez vu avec Abantos, vous l'avez vu avec Gandalf. Je continue à proposer quelque chose derrière. Je m'adapte justement à ce que le cheval m'a dit. Et je viens avec Gandalf faire ce contournement un petit peu plus large autour de lui pour lui montrer qu'il ne doit pas se sentir en danger. J'adapte mon comportement en fonction de ça. C'est pas ignorer et ne rien faire. Parce que souvent, quand on dit ça aux gens, ils disent « Ah du coup je fais rien ». Non. Au contraire, tu adaptes ta façon de faire, mais tu ne punis pas le cheval et tu ne lui dis pas non et tu n'arrêtes pas son mouvement. Et quand on travaille comme ça, on a des chevaux qui se donnent, on a des chevaux qui sont expressifs, et ça c'est important, d'avoir des chevaux qui font en autonomie jusqu'au bout, et dans les choses les plus simples de la vie, comme donner les pieds. Et ça je ne vous le répéterai jamais assez, le cheval, c'est lui qui vous donne ses pieds. C'est pas vous qui les prenez. Et ça, je vois encore trop souvent des gens qui viennent chercher le pied de leur cheval. Regardez comment Caresse me donne ses pieds. Et ça a toujours été comme ça avec tous mes chevaux. Et à tous les chevaux auxquels j'apprends ça, on finit avec un cheval qui donne les pieds comme ça, systématiquement. Et j'ai jamais utilisé la montée en phase pour avoir ce genre de choses non plus. Si vous voulez savoir comment apprendre ça, je vous renvoie à la vidéo et au short avec Ottawa où j'expliquais en détail comment apprendre un poulain à donner les pieds. Ignorer un comportement indésirable, ce n'est pas non plus ne jamais dire stop. Quand un cheval a des comportements un petit peu compulsifs, de nouveau, il faut toujours chercher ce qu'il y a derrière, s'il y a des tensions, etc., il faut venir les vider. Mais souvenez-vous de Kilian, de l'Arthos, qui avait des comportements un petit peu compulsifs, notamment avec l'Arthos, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait appris le stop. On vient toucher la balle et ensuite on se stop. Quand on a des comportements un petit peu répétitifs, où le cheval après il rentre un petit peu dans un cycle comme ça, où son stress nourrit lui-même son stress, là c'est important d'arriver à y mettre un stop, sans violence, simplement, souvenez-vous, par la reprise du regard, par la reprise de la conscience avec nous, souvent ça change tout. Le cheval il part dans son stress à partir du moment où il part dans ses mémoires et qu'il est plus connecté avec nous. Si on arrive à reprendre ce regard, à ravoir le cheval dans l'ici et maintenant, souvent la compulsivité disparaît. Mais évidemment, à côté de ça, on travaille sur vider les tensions, pour que le cheval n'ait plus besoin de cette béquille. Un comportement compulsif, c'est souvent une stratégie pour venir évacuer le stress. Donc, évidemment, en priorité, évacuer les tensions. Mais, en parallèle, c'est important aussi d'apprendre ce fameux stop, de pas simplement se dire « j'ignore » et puis je continue à proposer jusqu'à qu'au final, il se lasse et qu'il fasse autre chose. Quand le cheval est dans la compulsivité, clairement, il ne se lassera pas. Au contraire, plus il fait, plus il se renforce. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais pour apprendre ce stop, c'est important de mettre le stop en place dans un contexte positif. Souvent, quand on vient mettre le stop, c'est quand le cheval est déjà énervé, qu'on est un petit peu débordé, on finit au final par s'énerver aussi en criant stop sur le cheval comprend rien. Au final, il finit peut-être par comprendre, mais c'est associé complètement au négatif, au stress, parce qu'on a attendu que la situation dégénère pour apprendre le stop. Donc moi, ce que j'aime beaucoup apprendre, c'est le stop tant que tout se passe bien. Par exemple, on joue avec le cheval à venir toucher une balle, et vous savez que votre cheval, il a des fois tendance à être un petit peu compulsif, on l'avait vu avec Kilian. Je commençais par vider les tensions, ensuite
je venais lui proposer de toucher son ballon sans venir mordre, et tout de suite derrière je mettais le stop. Mais c'était dans la continuité de l'exercice. C'était avant qu'il ait même l'idée de devenir compulsif, c'était sur la positivité du jeu. Vu qu'on avait vidé les tensions, la compulsivité n'arrivait pas tout de suite. Donc j'avais le temps de mettre en place ce stop. On avait fait exactement pareil avec l'Arthos, avant qu'il ait l'idée de chipoter. Et donc ça, évidemment, tant qu'il y avait des tensions, il n'était pas capable de le faire. Une fois qu'on avait vidé quelques couches de tension, on arrivait à prendre ce stop. Et là, c'était fait dans le positif. On joue, on vient toucher le ballon, et puis hop, on met le stop. On s'arrête. Et donc ça, c'est juste reprendre le regard, remonter la tête du cheval avec nous, faire un petit geste pour dire stop, pas besoin de toucher le cheval, pas besoin de tirer sur la tête du cheval, et on récompense le fait d'avoir fait stop. Voilà. Pas attendre que ce soit dans le stress, sinon le cheval associe cela à une contrainte, à du négatif. Et si vous mettez ça, comme tous les apprentissages, en place, quand tout se passe bien, quand c'est dans le jeu, quand ça sera un petit peu le stress, quand votre cheval aura envie d'être compulsif, quand votre cheval va être un petit peu stressé, vous pourrez lui remettre ce code stop qu'il aura associé à du positif. On l'a dit plus haut, ce qui compte, c'est plus l'émotion que la répétition. Si ça a été associé à du positif, il va faire stop très facilement. Donc vous voyez, tout ça est lié et au final tout ça est très logique. Et j'aimerais continuer cette vidéo pour vous illustrer encore la puissance de cette façon de travailler quand on passe comme ça, petites étapes par petites étapes, au rythme du cheval, en laissant le cheval s'exprimer. On réouvre littéralement la communication. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais vous montrer ici de très belles images avec un cheval qui avait de l'anxiété de séparation, qui avait vraiment de l'agressivité, des morsures, beaucoup de tension. Un cheval avec lequel on a travaillé sur l'expression du regard, l'ouverture du regard avec les plis, venir apprendre à pousser la balle, et puis surtout, recommencer tout en liberté. Ça, c'est très important aussi. Souvent, les gens me disent « Ah, la liberté, c'est une finalité, j'espère un jour faire de la liberté avec mon cheval. » Les gens voient ça comme une finalité parce qu'ils ont peur que le cheval s'en aille, et donc ils disent « Un jour, peut-être, j'arriverai. » Et donc les gens disent souvent je commence en longe et puis on va petit à petit arriver vers la liberté. C'est tout l'inverse. Moi vous le voyez, la plupart des chevaux que je travaille, je commence en liberté. La liberté c'est le plus naturel pour le cheval. On commence à communiquer comme ça en liberté parce que justement le cheval est libre de partir à cette fuite ouverte. Ensuite on peut en venir à la longe. Souvent on a vu avec l'Arthos, avec Kilian, la longe c'est souvent synonyme de tension. Quand on commence à rajouter les outils, c'est des outils qui sont associés à des mémoires souvent plutôt négatives, et donc du coup, il faut reconstruire ces mémoires, et donc du coup, ça remet des tensions. La proximité également met des tensions. Le cheval, c'est pas naturel d'être en proximité tout le temps. Dans la nature, surtout à l'état sauvage, ils ont des kilomètres, ils sont pas tout le temps les uns sur les autres, ils ont des distances immenses. Chez nous, les chevaux, ils sont toujours les uns sur les autres, avec nous, avec leurs congénères, tout ça, ça met des tensions. La proximité, c'est une source de tension. Les chevaux sont très fins dans leur communication. Ils savent communiquer à très très grande distance. Ils n'ont pas besoin d'être sur vous pour communiquer. Au contraire, vu la position de leurs yeux, ils sont mieux quand vous êtes un petit peu loin sur le côté. Donc oui, la liberté, c'est pas une finalité, c'est un point de départ. Parce qu'on ouvre la communication. Petit à petit ensuite, quand on se comprend, on peut venir en proximité parce que le cheval est rassuré, il n'a plus besoin de vous surveiller, comme je vous disais tout à l'heure, il vous fait confiance. Il fait confiance aussi dans vos gestes, il sait que vous n'allez pas le bloquer, donc du coup, il fait confiance en la longe. Et ensuite, quand tout se passe bien, qu'on a la précision en longe, qu'on vient apprendre des choses un petit peu plus précises au cheval, des choses un petit peu plus humaines, des slaloms, des passages sur des embûches, etc., là, on peut repasser en liberté et avoir la précision en liberté. Donc je dirais, il y a 3 étapes. D'abord, la liberté vraiment à distance, où on ouvre la communication, où on apprend à se faire confiance, où on apprend à se juger, à voir où sont les limites de chacun et à voir comment on peut se comprendre. Ensuite, en proximité, avec la longe. Et ensuite, on peut revenir en proximité en liberté avec un petit peu plus de précision. Mais la liberté est bien un point de départ. Donc voilà, ce cheval... On a commencé évidemment en liberté, en lui proposant de s'éloigner petit à petit, comme on l'avait fait avec Gandalf à la première séance, grâce à la balle à pousser, s'éloigner petit à petit de ses congénères en venant pousser la balle et en revenant en arrière à la moindre tension. C'était un cheval, je vous mets des images aussi ici, qui ne savait communiquer exclusivement qu'en mordant. Dès qu'il comprenait pas, il mordait. Il comprenait pas, il mordait. Regardez après ce travail qu'on a fait, en liberté, de respect de la limite, de dès qu'il y a de la tension, on recule, de dès qu'il y a de la tension,
on revient vers les copains dans la zone de confort et de ne plus être en train de forcer et de monter en tension. C'est un cheval qui était complètement aussi dans les conditionnements, dans les méthodes classiques et dans tout ce que je vous ai dit plus haut, avec donc du coup une expression bloquée, un corps bloqué et du coup un cheval qui s'exprime simplement en disant non à tout. Et regardez comme seulement au bout de 3 séances, il communique différemment. Ici, il ne comprend pas ce que la personne lui demande de prendre un foulard, il n'a pas compris, mais ce n'est absolument pas grave, parce que ce qu'il fait à ce moment-là est absolument magnifique. Avant, souvenez-vous, il ne comprenait pas une demande, ou même s'il la comprenait dans le doute, il disait non. Ici, il comprend absolument rien, mais qu'est-ce qu'il produit? Un magnifique signal d'apaisement. Vous voyez ici le détournement de tête, c'est pas un détournement rapide pour dire j'évite une pression, c'est un détournement très lent. Et ensuite, il retourne vers l'humaine. Donc il n'est pas du tout en train de dire je m'en vais, je me détourne, je dis non, c'est vraiment un signal d'apaisement. Je vous renvoie ici à la vidéo sur les signaux d'apaisement. Souvenez-vous, la signification profonde, c'est vraiment je veux être en paix avec toi, je veux qu'on ne soit pas fâché. C'est ça, c'est souvent les chevaux, quand il y a eu une petite embrouille entre eux, ou quand il y a eu un stress par rapport à quelque chose, ils vont produire ce signal d'apaisement pour se dire je suis peut-être pas d'accord avec toi, ou je comprends pas ce que tu veux, mais je veux pas qu'on soit fâché, je veux qu'on soit en harmonie ensemble. Et donc ça, évidemment, quand on a ça, là, la personne, je vais expliquer évidemment après, c'était une revue de vidéos, donc je n'ai pu lui dire qu'après, mais donc là, évidemment, quand on a ça, nous aussi, il faut qu'on produise un signal d'apaisement. Et donc ça, regardez la différence de communication, l'ouverture littéralement de la communication entre le avant et après. Également, voyez l'énorme différence. Avant, quand on lui demandait de venir, mouvement bloqué, corps bloqué, il ne venait que quand on tirait sur la longe, ça c'est quelque chose que vous avez entendu également avec le cheval Dexter qu'on a vu dans des vidéos précédentes, et comme beaucoup de chevals conditionnés dans les méthodes classiques, on finit par avoir un corps bloqué. Là, regardez comme il vient au premier appel. Et c'est pas à cause de la balle, la première séance, il y avait aussi la balle à pousser, il avait aussi été récompensé quand il poussait la balle, mais il venait pas pour autant. Donc c'est bien parce que la communication de l'humain était plus juste, parce qu'on a respecté sa zone de confort, qu'on est venu agrandir petit à petit à son rythme, parce qu'on venait reculer en cas de tension, parce qu'on est venu aussi arrêter de lui demander les choses jusqu'à qu'il cède. On est venu lui proposer les choses de plus loin, à une distance qui ne lui met pas de pression. On a commencé l'approche à vraiment 10 mètres de lui dans le pré, et on reculait dès qu'il y avait de l'intention, on s'approchait quand il était d'accord, et ensuite on lui proposait de nous rejoindre. C'est lui qui nous rejoignait, et non pas nous qui venions le tirer pour qu'il vienne. Et donc ça change tout, ça ouvre la communication, et ça donne un cheval qui a envie de venir vers l'humain, envie de venir partager des choses avec l'humain. Et donc, comme je vous le disais juste avant, liberté point de départ, vous l'avez vu sur les images, on en est arrivé ensuite petit à petit à mettre la longe, et dès qu'on a commencé à remettre cette longe, on a commencé à revoir des tensions, parce que des mémoires négatives associées à cette longe. Pourquoi ? Parce que les gens souvent tiennent la longe trop courte, empêchent la tête de bouger, restreignent le mouvement, de nouveau fuite bloquée, stress qui monte. Et donc il faut lui remontrer, comme on avait fait avec l'Arthos, comme on avait fait avec Kilian, que la longe, on l'utilise longue, que ça change rien par rapport à la liberté, que l'humain va toujours se reculer s'il y a des tensions, que le cheval a toujours son espace, et qu'on n'est pas en train de tirer et de contre-tirer, parce qu'on utilise le fameux suivi de main. C'est le cheval qui suit la main et pas la longe qui le tire. Et donc là, avec cette longe, on a commencé à l'associer à des petites découvertes, de choses un petit peu intéressantes, notamment une bâche, toujours associée avec notre balle à pousser sur le cône. Et donc ce qu'on faisait, c'est que, on travaillait en liberté dans le pré, on venait mettre la longe. Si on avait de l'agressivité, un signe de tension, tout de suite, on venait enlever la longe. S'il y avait de l'agressivité sur l'humain, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, avec des morsures, ce qui était son cas, comme vous l'avez vu dans les premières vidéos, tout de suite, on envoie à distance, on part donc dans la complétion, on lui demande d'aller évacuer ces tensions à distance, on demande un petit peu de trop, un peu de galop, de loin, de derrière, une fois qu'on a la posture d'évaluation, contact olfactif, repassage en détente, là tout de suite, on reproposait de mettre la longe, on a dû faire ça 3 fois, après on a pu mettre la longe, et surtout, l'humain va se mettre au bout de la longe. On prend une grande longe de 3 mètres minimum, on se met au bout, on demande au cheval de venir nous rejoindre, et de se placer où il se sent bien par rapport à nous. On ne l'oblige pas à venir tout de suite dans la proximité,
on laisse vraiment de la place comme quand on travaillait en liberté. Et puis ensuite, dès que le cheval rejoignait, on montrait la balle sur la bâche et on disait viens, allons découvrir cela. Et tout de suite, cela lui a beaucoup plu, il a mis très vite les pieds sur la bâche, venir pousser la balle sur la bâche, et ensuite, on réenlevait la longe, on le laissait aller faire une petite pause, aller brouter, et on a pu refaire ça ensuite, remettre la longe, se mettre au bout de la longe, reproposer d'aller sur la bâche et la balle. On n'avait plus de tension, d'agressivité. Voilà, exactement comme on avait fait avec Kylian. Je me mettais au bout de la longe et petit à petit, on arrivait en proximité avec la longe. De nouveau, l'important, c'est d'avoir un cheval qui est décontracté tout le long des exercices. Pas qu'il se retienne pendant l'exercice et puis qu'il vienne relâcher à la fin de l'exercice en mâchouillant, en bâillant, parce que ça a été très dur tout le long. On veut un cheval qui soit détendu tout au long, qui mâchouille régulièrement. Je vous remets ici un post où je vous ai résumé ça, qui avait beaucoup plu. Donc voilà, je vous laisse lire les explications en détail ici. Et donc ça, on travaille avec cette balle, parce que ça met du positif, on l'a vu avec Gandalf, avec beaucoup d'autres chevaux. Ça permet aussi de savoir au cheval, après quand on l'associe à d'autres exercices un petit peu plus traditionnels, ça met un point final à un exercice. Cette target, on peut l'utiliser aussi, ça se fait beaucoup dans ceux qui travaillent dans le renforcement positif pur. Vous avez déjà dû voir ça aussi avec les animaux sauvages. Ils prennent un long bâton et au bout, ils mettent leur target que le cheval doit venir toucher. Et donc ça permet de guider le cheval également à distance, où le cheval vient vraiment suivre sa target. Moi, j'aime bien que la target reste en même temps un jeu, quelque chose vraiment d'amusant, où c'est pas juste « je viens toucher » et j'ai ma récompense. Ça doit vraiment rester quelque chose de ludique. Et c'est pour ça que la balle à pousser, la balle qui tombe, c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus facile du coup d'être associé à du positif. Et donc, ce n'est pas complètement un conditionnement, c'est quelque chose de très chouette, de très amusant, de très ludique que le cheval aime partager avec l'humain. Et c'est pour ça que, comme vous me voyez travailler sur des cercles en liberté, je ne travaille pas avec cette fameuse perche avec la target au bout, parce que justement, je veux que le cheval soit avec moi et pas juste avec la target. Et donc, je viens travailler plutôt avec les targets énergétiques. Donc, c'est-à-dire que je viens envoyer mon regard là où je veux que le cheval aille. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on fait en amont avec le regard sur moi, le regard du cheval que j'arrive à guider, à faire poser sur autre chose. On en avait beaucoup parlé avec Kylian. Ça, c'est vraiment des étapes primordiales dans l'éducation du cheval, le regard sur nous, puis ensuite d'être capable de poser ce regard à distance sur autre chose. Ça, c'est vraiment la base de tout, ce qui permet ensuite d'avoir ces cercles en liberté. On peut évidemment, ça je vous l'ai montré déjà plusieurs fois aussi, matérialiser les contours du cercle avec des cônes pour que les targets soient un petit peu matérialisés. Mais de nouveau, c'est parce que le cheval suit votre regard que j'amène ensuite le regard du cheval sur les targets matérialisés sur le cercle, et que petit à petit, on n'a plus besoin de matérialiser les targets, que seul le fait de pointer mon regard à un endroit suffit. Et ça, on sous-estime souvent les chevaux là-dessus, mais ils apprennent ça très très vite. Regardez avec Gandalf, la première image que vous avez vue dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé au loin, j'ai pointé mon regard où je voulais aller, il a très bien compris, il a regardé également où je regardais, et puis il m'a dit « Ok, on s'éloigne, mais alors plus par là ». Il m'a pointé un autre endroit avec le regard, et moi dès que j'ai pointé le même endroit avec mon regard, il a très bien compris qu'on y allait, et on est partis ensemble. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui parle très très facilement au cheval. Et ça, c'est évidemment couplé au travail à la voix, je ne vais pas vous faire tout un laïus ici. Le travail sur la synchronisation du regard, le travail de la voix, c'est vraiment des choses qui vont ensemble. Et évidemment, on apprend des mots au cheval, mais ce qui compte surtout, c'est l'intonation. Ça, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, mais c'est fou comme un même mot dit avec une intonation différente est comprise de manière complètement différente par un cheval. Viens, dit de manière affirmative, voilà, c'est un code, c'est une demande, paf, le cheval vient. C'est un ordre, mais évidemment, c'est exprimé avec douceur, avec bienveillance, c'est pas en autoritarisme. C'est juste qu'on est décidé dans notre intonation, et donc le cheval du coup a envie d'y répondre parce qu'on est très décidé dans notre intonation. Par contre, si on pose la question « Viens ?»
avec l'intonation un peu montante à la fin, c'est clairement une question. Et là, le cheval sait très bien que s'il a envie de venir, il vient. S'il n'a pas trop envie, il viendra pas. Et cette voix, cette énergie, ça impacte vraiment fort le cheval. C'est pour ça qu'on peut travailler très vite avec ces targets énergétiques et qu'on peut très vite se débarrasser des outils. Un dernier petit exemple ici, avec des chevaux que vous avez déjà vus dans des vidéos précédentes également. Juste ici pour vous illustrer, la jument que vous allez voir sur la vidéo, c'était une jument qui précipitait un petit peu, qui marchait un petit peu vite et qui avait tendance à traîner un petit peu sa propriétaire. De nouveau, on repart en liberté, je ne viens pas la contraindre et venir la freiner à chaque pas. Simplement, avec ma respiration, avec mon énergie, avec là où je place mon regard et avec mon suivi de main, je vais lui proposer de faire soit un tout petit pas à côté de moi, soit un pas très allongé. Et on voit comme elle répond tout de suite, petit pas, grand pas, et qu'elle arrive à faire un petit pas pratiquement sur place. Et ça juste en variant ma voix, mon énergie, et surtout l'endroit où je regarde. Soit je regarde loin, j'envoie mon intention loin, soit je regarde tout près, et donc j'envoie mon intention, ma target énergétique en soit tout près, et donc on sait qu'on va faire petit pas après petit pas, et regardez comme elle se synchronise sur mes jambes, et se met vraiment sur mon rythme. Et ça, il faut que le cheval nous note à côté de lui, pour que ça marche. Et donc ça passe par évidemment l'établissement de la limite, avec cette fameuse suivi de main, ça je vous avais déjà expliqué à maintes reprises. La main est à la fois un guide et à la fois une barrière, le cheval ne doit pas venir sur vous. Si vous avez un cheval qui vient sur vous, du coup vous avez un cheval pour qui vous comptez pas vraiment à côté de lui parce qu'il passe son temps à vous pousser. Donc toujours on stabilise avec la voix d'interpellation. Là, ce qui peut aider aussi, c'est de visualiser, et ça pareil, qu'on soit à l'arrêt ou qu'on marche à côté du cheval, visualiser qu'on est un petit peu un tonneau. Souvent je prends cette image assez rigolote, mais c'est vrai que ça aide beaucoup pour prendre cette place à côté de son cheval, sans devenir envahissant, sans venir repousser le cheval. De nouveau, toujours, ça ne fait que créer des tensions supplémentaires. Mais simplement, venir prendre sa place, ni plus ni moins, visualiser, voilà, on est un tonneau. Donc on vient pas empiéter sur la place du cheval, on vient pas le repousser, mais simplement, si on s'imagine qu'on est un tonneau, de nouveau, le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de ce qu'on pense. Je vous l'avais dit tout à l'heure avec Abantos, les professionnels qui pensaient qu'Abantos était un petit peu couillon, qui se disaient ce cheval il est un peu concon, tout de suite ça le faisait monter en émotion, ils ressentaient profondément ce qu'on pensait. Et donc là, pareil, ressentez que vous êtes un tonneau, vous allez voir que tout de suite le cheval va se poser un petit peu plus à côté de vous, se stabiliser un petit peu plus. Et ensuite, vous pourrez venir avec ce jeu des énergies. Et toujours, une fois que le cheval est stabilisé dans la bonne position à côté de vous, on vient féliciter et on vient souffler. Je vous disais tout à l'heure, l'importance de venir féliciter quand on a le geste juste. On ignore ce qui n'est pas la bonne réponse, mais par contre, quand on a la bonne réponse, là, on vient vraiment le noter et on vient vraiment prendre le temps de noter ça. Évidemment, on ne relâche pas tout. Si vous êtes en train de marcher, que vous mettez l'énergie là où vous voulez aller, que vous avez votre main en suivi de main et en même temps en limite pour pas que le cheval vienne dessus, on ne relâche pas tout, on félicite quand le cheval est dans la bonne position, mais si vous relâchez tout, hop, le cheval il va s'arrêter et on repart de zéro. Et ça c'est très important d'avoir comme ça une limite claire, que les chevaux puissent se stabiliser autour de vous. Et d'autant plus important quand vous avez plusieurs chevaux. Je vais vous parler d'un petit exemple ici tout de suite. Quand vous travaillez plusieurs chevaux ensemble, ou que vous êtes dans un troupeau et donc potentiellement vous pouvez avoir plusieurs chevaux autour de vous, c'est important que chacun séparément ait appris cette limite claire, ce suivi de main clair, que chaque chevaux sache un petit peu où est sa place par rapport à vous. Mais c'est important aussi, surtout quand on est avec plusieurs chevaux comme ça, que chacun sache où est la limite, mais sache aussi qu'il a son temps avec vous, pour pas qu'il y ait de jalousie. Et ça, j'étais intervenue auprès de quelqu'un notamment qui avait plusieurs chevaux, et impossible de travailler avec un cheval, les autres venaient tout de suite autour, venaient chasser les autres, et c'était le bazar. Parce qu'il y avait de la jalousie. On le voit ici avec Gandalf, la propriétaire devient une ressource, on voit qu'il fait de la protection de ressources, la dominance, souvenez-vous, jamais interespèce, toujours entre chevaux, et dans le cas de protection des ressources, la propriétaire devient une ressource, on voit qu'il vient tout de suite chasser son congénère qui est près de sa propriétaire, pour venir sécuriser sa propriétaire pour être sûr que l'attention de la propriétaire est bien sur lui et pas sur les autres. Et ça, c'est un comportement un petit peu embêtant
parce que du coup vous n'êtes plus le centre au final, c'est les chevaux qui font leur loi ensemble, et ça j'ai toujours dit quand il y a plusieurs chevaux, que ce soit quand vous voulez travailler ensemble, mais également quand vous êtes comme ça dans le troupeau, parce que ça peut vite devenir dangereux si vous êtes juste une ressource et pas celui qui guide le troupeau, ça peut devenir dangereux pour vous. Avec Caresse et Abantos, moi je vous dis toujours, ils ont appris d'abord ça séparément et ensuite ensemble, chacun a son temps avec moi, et chacun attend son moment avec moi. C'est pour ça que c'est important l'instauration de cette fameuse limite. Le cheval attend à la limite jusqu'à que je lui ouvre la porte pour dire maintenant c'est à toi. Parce que sinon on devient une ressource, plus un guide, et ça peut être très dangereux. Et donc ça, quand on a plusieurs chevaux comme ça, s'ils connaissent tous un petit peu le pouce-la-balle, c'est super chouette à faire, venir le faire avec chaque cheval à son tour. Chacun a son petit temps, chacun à son tour va venir pousser, va venir jouer avec la balle. On établit le contact visuel avec un cheval. On lui demande de pousser la balle. Ensuite, on établit le contact visuel avec l'autre cheval. On lui demande de pousser la balle. Et puis là, chacun a son temps. Échange avec le regard. Pousser la balle. Félicitations. Récompense. On prend vraiment le temps. C'est pas joue un peu avec toi, puis hop, comme l'autre vient m'embêter, en même temps je change. Non. Si on s'est mis sur un cheval, on fait le jeu jusqu'au bout. Le regard, le pouce la balle, la félicitation, on prend son temps, on se précipite pas pour passer au suivant. On fait ça une fois, bien, mais jusqu'au bout, sans venir donner de l'attention aux autres. C'est juste sur un. Les autres, pendant ce temps-là, ils attendent. Ils sont à la limite qui est instaurée par votre main, qui est la barrière et qui dit « non, maintenant je suis avec lui, tu auras l'attention après ». Le cheval avec lequel on joue, après on met le stop, le fameux stop dont je vous parlais tout à l'heure, pour dire « voilà, maintenant c'est fini, on passe au suivant, je te mets la limite, tu attends ». Maintenant, je passe au suivant, je viens jouer avec le suivant, je fais le contact visuel avec le suivant, on vient jouer à la balle, et voilà. Changer régulièrement de cheval, évidemment, pour pas causer de la frustration, sans bâcler pour autant le tour d'un cheval. Changer, si possible, avant qu'un autre réclame, mais surtout, pas laisser tous les nez de tous les chevaux venir sur la balle en même temps. C'est chacun son tour, le stop, et ça, ils comprennent très très vite, et c'est un petit truc qui permet justement de vous remettre au centre du troupeau, de vous remettre en tant que guide au centre du troupeau, sans que vous soyez tout simplement une ressource, mais que vous repreniez la main sur « c'est moi qui guide ». Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous, je pense que oui, parce qu'elle était vraiment assez longue, assez conséquente. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, vos retours d'expérience, etc. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.